gars, sur ce, on a donc énoncé le programme. On va le rappeler si vous arrivez dans le chat. Alors, on va commencer avec des news déjà. Des news, on va parler des Lions britanniques. C'est hyper important dans le rugby. On vous expliquera tout pourquoi c'est important. Pourquoi on en parle aujourd'hui. Ensuite, on va parler du 15 de France. Vous saurez tout sur le calendrier du 15 de France, sur les matchs qui seront très importants parce qu'il y a des tournées qui s'annoncent. Et on aura aussi les résultats du top 14 parce qu'il y a une grosse journée sur le top 14 et on en parlera tous ensemble. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. On va tout de suite démarrer avec le focus. C'est parti. Oui, qu'on parle de moi, du tout, je sais pas moi. Voilà, il fait. Merde, on se prend pour qui? Ce focus, du coup, on va le démarrer. On s'est un peu posé la question de l'ordre dans lequel on faisait, Alex, juste avant l'émission. Et on a décidé finalement de commencer avec le top 14 parce qu'il y a eu une journée qui s'est terminée donc hier. Comme vous le savez, désormais, il n'y a plus de top 14 le dimanche. Ça se termine le samedi. Donc, c'est cool. Comme ça, nous, sur le Stream Sport, on peut en parler tous ensemble et on va voir s'afficher les résultats de ce top 14. Donc, vous voyez, avec la victoire du Castres Olympique, la victoire du Racing contre Clermont avec le bonus offensif, la victoire de Pau, elle est très importante sur le terrain d'Agen, celle de Montpellier contre le Stade Rochelet, celle-là elle fait pas forcément plaisir à Alex, la victoire du Stade Français Paris à Brive, là aussi elle est très importante, c'est la défaite de Bayonne contre l'Union Bordeaux-Bègles à domicile et donc la victoire et la très très belle victoire quand même de Toulon contre le Stade Toulousain, en plus en prenant le bonus offensif. Pour rappeler quand même que le train que tu prenais, Thomas, c'est parce que tu étais sur Toulon. J'étais au match à Mayol hier soir, Toulon-Toulouse, bonus offensif pour Toulon. Et match franchement pas désagréable à regarder. Super match même. Ouais. Surtout la première mi-temps de Toulouse d'ailleurs, quand on a regardé le score à la mi-temps 23 pour Toulon, on se dit mais attends, mais vous êtes sûr là, il n'y a pas un problème d'affichage? Non, c'était vraiment pas mal, ouais. Quand on regarde ces résultats, les gars, quels sont tes enseignements? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi, Alex? Quand je regarde les résultats comme ça, je noterais quand même la défaite de Bayonne, tu vois, 22-47 à domicile face à l'UBB, et conjointement la victoire bonifiée de Pau à Agen, ce qui place du coup Bayonne barragiste désormais de ce championnat de top 14. Donc c'est quand même, je trouve que c'est un changement majeur dans tout ça, et la victoire de Paris aussi, parce que cette victoire de Paris à Brive, franchement, je la pronostiquais pas du tout, 31-28, qui du coup place Paris désormais à 8e place, mais Paris remonte, tu vois, tranquillement remonte, et tu vois que finalement le gros perdant peut-être de cette journée c'est Lyon. Lyon 9e, alors que franchement Lyon hors du top 6 c'était difficile à pronostiquer. Il y a quelques semaines c'était vraiment la grosse surprise, et là c'est Castres en fait qui fait aussi la grosse opération, qui intègre pour la première fois de l'année le top 6, si je dis pas de bêtises, alors qu'il y a quelques mois pareil on les voyait plus lutter pour le maintien. La Castres est là, victoire 4-0, 4 points à 0 contre Lyon. Franchement la bataille pour la 4, 5, 6e place dans les 3 dernières journées avec les matchs en retard, ça va être particulièrement passionnant. Et on voit donc ce classement effectivement avec le Stade Toulousain qui prend désormais 5 points d'avance sur le Stade Rochelet. Je vous avais demandé juste avant de réfléchir à quels seraient vos pronostics avant la fin de saison, et après on va débriefer quelques matchs ensemble. Mais qui sera pour toi hors du top 6, Thomas, si tu devais faire un pronostic aujourd'hui? Castres, le Loup et le Stade Français. Castres, le Loup et le Stade Français. Tu vas pas Castres le faire? Non, parce qu'il y a ce match contre Lyon contre Toulon à la dernière journée, et je crois qu'il joue l'UBB aussi en confrontation directe, et j'ai peur que tous les efforts qu'ils aient fournis là, ces dernières journées, ils les payent un petit peu dans ce sprint final, même si honnêtement ça va vraiment pas se jouer à grand chose. Je les vois quand même se faire griller la politesse par l'UBB. Alex, quand je regarde comme ça moi le classement, je vois le Stade Français pas le faire parce que c'est trop loin. Je ne vois Lyon pas y être non plus. Et j'ai une petite inquiétude pour cette équipe de Toulon. Alors j'espère me tromper. Parce que vu ce qu'a montré Toulon hier, franchement ça mérite d'être dans le top 6. Mais je sais pas, je suis pas toujours très convaincu par le jeu de cette équipe. Pour moi hier c'était leur meilleur match de la saison. T'as des matchs contre le Racing quand même. Ils ont gagné au Racing sympa, et même à domicile c'était pas mal. Non, mais effectivement, du coup, rentrons directement dans ce match-là parce que tu y étais, Thomas. C'est aussi pour ça que c'est intéressant. Mais comme le dit Alex, j'ai quand même beaucoup entendu match référence pour Toulon.
Est-ce que tu valides ça? Match référence, franchement, je trouve ça hyper exagéré. Après, ce qu'on peut retenir, c'est qu'effectivement, en première mi-temps, ils prennent des vagues. Toulouse, à chaque percussion, ils avançaient d'1 mètre, 1m50. Et tu te dis, mais en fait, là, dans 10 minutes, le match, il est plié. Il y a 3 essais à 0 pour Toulouse. Et au final, finalement, Toulon ne prend pas d'essai, arrive à grignoter 2 pénalités. Il passe devant au score à la mi-temps en marquant 2 fois coup sur coup. Alors, c'est peut-être là où c'est impressionnant, en fait. C'est que même si tu es outrageusement dominé, à un moment tu arrives à faire un petit peu le dos rond, à mettre une grosse défense et à attendre. Et en deuxième mi-temps, voilà, je pense que Toulouse aussi avait un petit peu lâché en se disant bon bah on a fait ce qu'on, enfin pas on a fait ce qu'on a pu, mais on a tout donné en première mi-temps, à envoyer beaucoup de jeux. On est à moins 14 à la pause et après derrière ça a été un peu plus compliqué pour eux, je pense. Donc Toulon, non, pas match référence. Par contre, match où tu te dis bah franchement ce matin on est 5e au classement. T'as un match en retard à jouer à Montpellier dès mardi. Imagine tu vas gagner là-bas. Je crois que t'es 3e, non? Enfin, est-ce que tu reviens sur le Racing comptablement? En tout cas, tu passes à 4e place, c'est sûr. Non mais t'as raison parce qu'en cas de succès, c'est minimum 66. Donc effectivement, t'es 3e. C'est ça. Et en fait, là, t'es 3e alors que avant la. Parce que le calendrier, c'est Montpellier, Clermont, Toulon, Castres. C'est ça. Quand même, Toulon, que dis-je, UBB, Castres pour terminer. Toulon est devant, quoi. Alors qu'il y a avant le début de la précédente journée, c'était 9e avant de jouer leur dernier. Ils jouaient contre Agen, je crois, le soir, ça devait être le dernier match. Ouais, c'est ça. Après, gagner à Montpellier, ça va être dur aussi. Ouais. Après, Montpellier a pris ses 5 points, a émis la grosse équipe face à La Rochelle. Est-ce qu'ils vont pas faire un tout petit peu plus tourner que Toulon pour ce match-là? En tout cas, si Toulon va gagner à Montpellier, dans ce cas-là, ta saison elle bascule, quoi. C'est ce que disait d'ailleurs Patrice Colazo et les joueurs, c'est que là. Est-ce qu'ils souriaient? Non, enfin moi j'ai jamais vu. Non, je sais pas, moi depuis 2014 je l'ai pas vu sourire donc. Non mais c'est un peu ça, je pense qu'il était quand même content, quoi. Il se retrouve 5e. Du coup un Colazo content c'est une bonne chose. C'est comme ça, tu vois. Qui ne m'oublie pas. Il y a un homme qui a pas mal fait parler de lui, c'est Louis Carbonel qui a été hyper intéressant. Alex. 27 points je crois, c'est ça? Ouais. Gros match, quoi, rien à dire. Franchement, moi j'ai trouvé tellement fort, courageux en défense parce qu'il était pas mal visé à plusieurs reprises, intelligent. Son interception sur c'est pas lui, c'est lui qui fait l'interception sur Yuyut. Yuyut à la et puis fin, il est tout seul, il une espèce de double accélération, le petit 4 Deb. Je sais pas, je l'ai trouvé. Je me suis dit, on a quand même 3 numéros. Je me rappelle d'Emeric, et je le vois dans le chat, qui me disait. Et 29 points on nous dit pour Loulou Carbonel, d'accord, j'avais compté 27. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il y a le dernier essai et la transfo. Je me rappelle qu'Emeric avait dit on a 3-10 du top 10 européen, en comptant du coup Carbonel. J'étais un peu plus dubitatif sur Carbonel. Je retire vraiment ce que je pensais. C'est vrai qu'hier on a eu le débat, est-ce qu'il est dans le top 5 même des meilleurs 10 européens? C'est compliqué, mais c'est vrai que dans beaucoup d'autres pays, il serait potentiellement titulaire en sélection, Thomas. Ouais, et puis il y a cette charnière aussi avec Baptiste Serin. En fait, je pense que c'est l'association des deux qui fonctionne très bien. Il y a certains matchs, je me rappelle, où il était associé à Anthony Méric ou Stonatane Takouloua, et en fait, on voyait bien qu'il n'avait pas la même aisance. Là, avec Baptiste Serin à la mêlée, on sent qu'il se régale. Parce que Serin, il trie un peu plus les ballons aussi, ouais, et puis je pense qu'il lui donne beaucoup de confiance, quoi. Il le rassure. Parce que Carbonel, en plus, je crois, a été 1 ou 2 fois en cours de match capitaine. Quand c'est vraiment le seul leader de la gestion du jeu, je pense que c'était encore un peu compliqué pour lui, et ce qui est normal, il est tout jeune, et que quand il y a Baptiste Serin, il est peut-être plus libéré de certains jeux au pied aussi. On a beaucoup vu Baptiste Serin taper derrière les rucks, donc je pense que ça libère complètement Carbonel et il s'éclate, quoi. C'est un enfant du pays. Oui. Quand tu vas à Toulon, les gens ils parlent que de Carbonel. C'est impressionnant. Carbonel, Olivon, c'est les stars de Toulon. Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, il y a Anthony Bello qui est sur le retour, c'est ça? C'est ça. D'ailleurs, il était à l'échauffement. On l'a vu taper pas mal de pénalités. Je pense qu'il va être encore un petit peu juste là pour le déplacement à Montpellier, c'est sûr. Il s'est blessé quand, en début de saison ou... Premier match à La Rochelle. Il se fait le genou, mais après il s'est fait opérer qu'à la fin du mois de septembre. Donc c'est pour ça que ça a été un peu plus décalé. Mais Anthony Bello, si jamais Toulon va en phase finale, ça peut être aussi un petit renfort dégueulasse, quoi. Le mec peut jouer 10, peut jouer un peu centre. Il avait dépanné contre La Rochelle quand il se blesse, il est titulaire à l'arrière, si je dis pas de bêtises. Ça peut être aussi le mec qui te fait basculer un petit bout de saison.
Effectivement, il y aura, je vois dans le chat qu'on demande aussi que Toulon confirme. Alors le prochain match de Toulon, oui. c'est dans 2 jours. Ouais. Effectivement, désormais on connaissait Mardi les soir. matchs tous les 3 jours. Dans le foot, désormais, il y a des matchs tous les 3 jours. Dans le rugby, étant donné qu'il y a eu des matchs reportés pour des cas de Covid, et malheureusement, on va avoir un Montpellier-Toulon là dans 3 jours. Alex, est-ce que physiologiquement, on sent bien que là, les joueurs commencent à grincer des dents et à dire que c'est scandaleux. J'ai vu une sortie notamment de Plisson qui disait que c'était incroyable et scandaleux. Oui, alors que, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Proval, par la voix de Robin Chalewachou, qui est le président du syndicat des joueurs, qui disait ce matin, nous dénonçons très clairement une fin de saison qui met en balance la santé des joueurs. Le rythme est délicat, c'est indéniable. Maintenant, si on souhaite aller au terme de la saison, comment faire une préréquation ou bien tout faire pour que les équipes se départagent sur le terrain, se départager sur le terrain en semaine, ça peut faire basculer la saison des joueurs. Et je pense qu'il a raison. Il y a des risques de blessures, pour moi, ça fausse un petit peu aussi la fin de saison. Je veux dire, c'est pas nécessairement de la faute de Toulon s'il y a le Covid. Et d'ailleurs, je suis pas là pour le juger, mais que Toulon doive jouer un match en pleine semaine, ça aura peut-être un impact sur la fin de saison. Oui, non, mais très clairement, comme La Rochelle, voilà. c'est dangereux. C'est pas aujourd'hui, on parle de la santé des joueurs en permanence. Après, faut pas oublier qu'en début de saison, je crois que c'était la LNR qui avait fait passer un espèce de sondage officieux à tous les clubs, et tous les clubs devaient s'adresser à tous leurs joueurs en leur disant qu'est-ce qu'on fait ? Le match est reporté ou annulé. Qu'est-ce que vous préférez ? Jouer un moment en semaine, quitte à avoir 3 matchs en une semaine, ou dire l'équipe à cause de qui le match est annulé, perd le match sur tapis vert. Oui, mais il manque une réponse à cette question. Pratiquement tous les clubs ont répondu on préfère jouer, quoi. Il manque une réponse, c'est ne pas faire de Coupe d'Europe cette année. Ouais, Christophe Furios, je me souviens en conférence de presse, lui avait dit moi, l'équipe qui est Covidée, a match perdu, et tout le monde lui était un peu tombé dessus. Effectivement. Ça. Je comprends pas cette phrase-là, mais non, mais pour moi, il fallait pas faire de Coupe d'Europe. On restait sur quelque chose de simple. On était entre guillemets maître de notre calendrier. Et assez foireux pour le coup, mais au moins on gardait des plages pour remplacer, parce que ça nous a pris, pas tant de semaines que ça, mais on a bien perdu 1, 2, 3, 4 semaines, je pense, autour de la Coupe d'Europe cette année. Tu peux en rajouter 3 avec la fin de l'édition précédente aussi. Oui, aussi. Donc en fait, il y aurait la place de déplacer ces matchs. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, finalement, il y aura des matchs tous les 3 jours parce que les règlements en plus ont été changés, parce que ça devait être tous les 4 jours et il y a même la possibilité que ça se joue tous les 3 jours. On avance avec le match entre le Racing et Clermont, donc match de haut de tableau. Et là, Alex, on a vu une démonstration du Racing 92 qui a aligné une très belle ligne de 3 quarts. Très belle ligne de 3 quarts. T'es gentil. C'est scandaleux. Non mais attends, moi je suis contre les super teams en NBA, mais là c'est une super team, tu vois. Non mais attends, cette ligne de 3 quarts, c'était Iribarren, Finn Russell, en 9 et 10, Ozel, Imhoff, Teddy Thomas au centre, Fikou Vakatawa, aligné donc pour la première fois en tant que titulaire. À l'arrière, Kurt Lebil, 306 sélections. Il est très bon. Voilà. C'est incroyable, franchement. Et avec le premier essai de Gaël Ficou, quoi, en plus. Non, c'est Bill qui marque le premier essai. C'est Kurt Lebil. Non, je veux dire le premier essai. Oui, bien sûr, il marque son premier essai effectivement. Il revient intérieur là. Mais on va dire même les 4 premiers essais, t'as Teddy Thomas qui est impliqué dans les 2 premiers, il les offre. Le 3e, il le marque. Le 4e, il est à l'origine. Teddy Thomas, à ce niveau-là, il est stratosphérique. Après, il a un peu disparu en seconde période, mais c'est pas très grave. Mais après, tu vois, c'est bizarre parce que autant je les trouve extraordinaires dans cette ligne de 3 quarts, autant parfois je trouve qu'il y a des trous devant, je les trouvais pas forcément souverains, donc voilà. J'ai déséquilibré cette équipe. Ouais, t'es d'accord avec ça ? Alors, je précise que j'ai pas vu tout le match. J'étais dans le train encore, donc pour descendre à Toulon, problème de connexion mec, évidemment. Ta vie dans le train, le pauvre. Très, très clairement, je passe ma vie dans le train. Mais oui, après cette ligne de 3 quarts, elle est juste incroyable. Elle fait rêver à chaque match. Tu dis là, s'ils les alignent à chaque sortie d'ici la fin de saison, je pense qu'il y a moyen qu'on se régale plusieurs fois de suite. Après, effectivement, faut que devant les mecs soient un peu plus souverains. Il y a Bird, Chouznou, des joueurs comme ça qui ont manqué un peu ces derniers temps. Ouais. Alors voir comment ils vont gérer le sprint final. Après non, c'est total régal, j'ai envie de dire. Il y en a beaucoup qui voient le Stade Toulousain comme véritable favori de ce top 14. On rappelle que le Stade Rochelet est premier. On va en parler de leur match de deuxième. Le Racing aujourd'hui est 3e, resté sur 4 défaites. Est-ce que quand même vous les mettez véritablement parmi les grands favoris ? Et d'ailleurs, est-ce que l'un de vous deux les voit-il champions ?
De prime abord, je penserais pas à eux. Après, franchement, ce Racing-là en phase finale, c'est quand même pas bon à prendre, quoi. Dites-nous dans le chat si vous pensez que le moi, je les vois Racing pas va être champion. Je les vois pas champions. Tu les vois pas champions, Thomas? Je les vois pas champions non plus. Après, est-ce qu'ils Non. font partie des grands favoris? Je sais pas combien tu mets de grands favoris derrière ce terme-là, mais tu dois forcément les mettre à un moment ou à un autre. Ils sont troisième du championnat, ils ont une ligne d'attaque de feu. Oui, ils font partie des favoris pour la victoire, quoi. Mais comme les Toulouse, comme les La Rochelle, en fait, il y a que ces trois équipes-là, moi, je trouve, qui se démarquent vraiment. Moi, je vois le Racing un peu en dessous, un poil en dessous. Un poil en dessous, ouais. Après, la fin de saison du Racing, ça va être entre guillemets tranquille, entre guillemets. Pau, Agen, Brive. Et t'as pas la donnée Coupe d'Europe, contrairement à Toulouse et La Rochelle, c'est ce qui peut faire la différence. Ils ont aussi, cette frustration parce qu'ils visaient la Coupe d'Europe, ils le disent. Enfin, de toute façon, depuis que Laurent Travers a utilisé cette phrase, le top 14 c'est un marathon, la Coupe d'Europe c'est un sprint. On a gagné le marathon, maintenant on veut performer en sprint. Depuis ils sont éliminés et où ils perdent en finale et ça les ronge. Et je pense qu'ils vont évidemment miser énormément sur ce top 14. Quand tu prends des coups comme ça en cours de saison, tu peux légitimement. C'est pas pour préparer l'année prochaine, quoi. Voilà, clairement. C'est ça. On passe au match de La Rochelle, les gars. La Rochelle qui, malheureusement pour eux, ils se sont inclinés, les Rochelais, sur le terrain de Montpellier, 32-22. Il reste Montpellier, Alex, sur 4 victoires de suite. C'est quand même l'équipe en forme en ce moment. Est-ce que tu imaginais un tel retournement de situation et comment tu expliques cela? Alors hier j'en ai discuté avec Martin Devergy, il était notre invité sur Sud Radio et il avait un peu de mal à expliquer. Les joueurs de ouais. Il disait Montpellier. pour le coup le pauvre il joue pas beaucoup cette saison et il disait moi en étant un tout petit peu extérieur, j'ai du mal un petit peu à comprendre ce qui s'est passé. Alors, il y a le retour des blessés, il y a peut-être eu moins de drama du côté de Montpellier, donc ça a un peu stabilisé le truc. Mais c'est vrai que là, c'est la deuxième meilleure dynamique du top 14 sur les 5 derniers matchs. Parce que déjà Castres a gagné les 5, donc comme ça c'est plus facile. Mais ils ont quand même 18 points en 5 journées, ce qui est vraiment très élevé. Quand tu vois qu'au total, ils en ont, je vais regarder, au total ils en ont 45. Donc en 5 matchs, ils ont 40% de leurs points, quoi. Donc c'est complètement fou. Et Montpellier, oui, va beaucoup mieux. Je pense que ça va être dur de les jouer. Ils ont un rôle d'arbitre. Alors attention, quand je dis arbitre, ils vont influer sur cette fin de saison. Je parle dans le sens positif du terme parce que hier quand je posais la question à Martin Devergy il me dit mais non on va pas choisir qui va gagner qui va perdre. Malgré tout ils vont avoir une influence capitale quand tu vois le calendrier. Ils vont jouer ils vont jouer Toulon déjà. Stade Français, Union Bordeaux-Bègles, donc déjà on va dire la bataille pour le top 6 et derrière ils vont régler la bataille pour le maintien en jouant Bayonne et Pau. Donc Montpellier en fait va être une équipe très importante de cette fin de saison. Ils sont pas sauvés mathématiquement. Donc, ils sont pas sauvés, tout à fait. Peut-être pas parler tout de suite non plus d'arbitre du championnat, quoi. Ils vont déjà penser à se rassurer, à prendre 4 points soit samedi là, soit mardi ou samedi en se disant comme ça on est tranquille, mais attention quand même, quoi. Effectivement, ils sont pas sauvés, ils ont 4 points d'avance sur hier, la section paloise. Hier, ça a été très belle les Rochelais qui avaient pas aligné un seul joueur titulaire que par rapport à la demi-finale face au Leinster, ils avaient tout renouvelé. Comme Toulouse face à Toulon, ouais. Et ça a souffert, pour le coup. Ça a souffert à Montpellier. Ça s'est pas joué à grand-chose. Il y a un moment 2 points d'écart. Les Rochelais qui ont même, il me semble, un tout petit peu mené dans ce match. Mais bon, finalement, Montpellier gagne largement et globalement mérité. Le retour d'André Pollard aussi, il faudra surveiller ça. Bon, c'est intéressant. C'est pas n'importe qui, c'est le champion du monde. Ouais, Cobus Reynard, André Pollard, quand même, j'ai envie de voir, tu vois. Ouais, effectivement. C'est un truc qui me donne envie. Ouais. On passe, il reste 2 sujets sur le top 14. D'abord, la victoire du Stade Français Paris sur le terrain de Brive. Brive qui a quand même pris le bonus défensif dans les dernières minutes. C'est un peu le problème du côté du Stade Français de ne pas réussir à terminer les matchs. Mais ça reste quand même, disons-le, une très très grosse victoire. C'est une énorme victoire. Enfin, gagner à Brive, déjà, c'est quand même très 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 difficile. Je pense que c'est pas arrivé récemment à Paris. Je crois que Laurent Sampéré le disait ce matin dans l'équipe, 2005 ou 2006. Ouais, c'est ça, 2006, 26 septembre 2006, moi, tu vois, j'avais noté. 21-6. D'ailleurs, ils avaient gagné 2 fois en 2006 à Brive. Ouais, non, franchement, belle victoire. Et c'est bizarre, mais tu vois, le départ de Ficou a peut-être soudé le truc aussi. Ils se sont peut-être dit, bon... on nous tombe dessus, on se moque de nous parce qu'on a fait partir Ficou. finalement, cette équipe, alors je dis pas qu'elle en a pas besoin parce que tout le monde a besoin de Ficou, mais elle sait se débrouiller sans pour le moment. En tout cas, il faudra voir après sur les prochains matchs. Mais ce Stade Français Paris, en tout cas, va bien.
C'est lié pour toi, Thomas ? Je sais pas si c'est lié. Après, ce qui est sûr, c'est que vu qu'on les donnait déjà perdants pour la qualif et qu'ils étaient largement maintenus, en fait, à un moment, tu joues libéré, quoi. Donc, quand tu joues libéré, bah forcément que tu te prends moins la tête sur le terrain et que là où tu faisais une grande passe sautée qui arrivait pas, bah là peut-être qu'elle arrive et Gros que match de Weisler encore hier aussi. ouais, le petit geste qui d'habitude traduisait un peu de la fébrilité, bah là ça relève du génie. Les mecs s'amusent sur le terrain et ben ça gagne derrière, quoi. Donc je suis pas sûr que ce soit uniquement une histoire de ficou, c'est juste que bon, de toute façon la saison faut bien la finir, les mecs ont pas de pression et ils se disent bah tiens, si on nous en trouve une porte, bah rassurez-vous, on va aller mettre la tête dedans, quoi. Ouais, Montpellier, Lyon, Bayonne, c'est le programme de Paris pour cette fin de saison. Pas évident quand même. Pas évident. Mais j'ai l'impression que tu meilleur, tu Les deux joues n'importe réceptions. quelle équipe hormis Agen, ce sera difficile, quoi. Ouais, non, ça c'est sûr. Mais franchement, tu bats Lyon. Si tu bats Montpellier et Lyon, tu peux rêver, hein, franchement. Mhm. Tu peux y croire. Hein. Ouais, Je suis pas sûr que 3 victoires suffisent. Non, pas sûr, mais il Ouais. faudra voir il va falloir de toute façon que quelqu'un se montre Oui. devant. Hein. Le Stade Français n'a plus son destin entre ses mains. Hein. Enfin, il faut tout gagner et après espérer. Voilà, espérer, beaucoup espérer, toujours espérer Comme toi. avec ce club, ouais, exactement. Beaucoup Gonzalo d'espoir, hein. Quesada est un très grand manager, il sait très bien gérer les fins de saison. En plus dit d'être un mec sympa. Mars 22, en plus, effectivement, d'être un mec sympa. Agen me fait de la peine, dit Flates, parce que Agen, effectivement, s'est incliné. Et s'est incliné, ça va me permettre de parler du Incliné, dernier sujet. 47-7. À domicile contre la section paloise. Évidemment, la section paloise qui prend le bonus offensif. Déjà sur Agen, j'ai vu une décla du président Fontenot qui disait que voilà, s'ils veulent pas jouer, bah moi je veux pas les payer. Tout simplement pour dire à quel point en ce moment Agen, ça avait été pas mal sur le dernier match pourtant. À Toulon, ouais, À Toulon, c'était bien, ouais, hein. ouais. Mais là, c'est revenu. Scandale, c'est ça a été scandaleux. catastrophique. Hier. Non, hier c'est scandaleux. Ah, effectivement. Moi, Régis Stone, il m'a fait de la peine. Hein. Il m'a vraiment fait de la peine. Il était sur son banc là. Il était comme ça, regardant le vide à la 60e. Quoi. Tu te dis, mais oh là là, mais c'est quel c'est marasme. compliqué. Quoi. Bon, c'est compliqué, mais Catastrophique. du coup, Pau en a profité et s'est imposé et donc passe devant Bayonne qui s'est incliné à domicile contre l'UBB. Thomas, est-ce que tu as un favori entre la section ou Bayonne ? Tu m'aurais posé la question il y a 2 semaines, je mettais Pau 13e sans hésiter. Là, je suis un peu plus hésitant, mais je pense quand même que Bayonne va réussir à accrocher la 12e place et qu'on aura Pau barragiste. Alex, pareil ? Dis le contraire, histoire juste d'avoir la contradiction, quoi. Non, je suis un peu impliqué dans cette histoire-là, donc je vois quand même pas C'est vrai que barragiste. tu aimes bien Bayonne. J'apprécie. Tu apprécies Bayonne. J'apprécie beaucoup cette équipe. Tu as un peu de famille du côté du Pays Basque. Tout à fait. Et Bernay, j'ai un peu de mal. Mais j'ai rien contre cette équipe de Les Pau. en mecs vrai, règlent mais- leur compte en plateau, quoi. Mais- Après, c'est deux villes, c'est pas si, c'est un 90. derby, oui. Oui, ouais, pff, ouais. C'est le Derby même de département. C'est un derby pour les. Ouais, non, pour moi, le derby, c'était Pau-Tarbes. Oui, voilà, c'est ça. Mais non, je vois Pau être barragiste. Géographiquement, ça peut être un derby. Après, culturellement, 80 bornes, quand oui. ils se rencontrent, c'est pas non plus. C'est l'aspect sportif est toujours. Ouais, un non, peu mais par plus contre, ça mis en joue avant. parce que quand même, on voit le classement. Hein, 40, enfin, on le voit pas parce que du coup, t'es devant, mais 40 et 41, Benjamin il va nous le mettre, voilà. 40 et 41, Merci, Ben. il faut 2 points d'avance en fait. Enfin, il faut 1 point d'avance pour Bayonne. Hein, parce qu'en cas d'égalité, c'est Pau qui est devant au point terrain. Oui, Alors, c'est une subtilité rappelons d'ailleurs que la place de 14e te fait descendre Ah ouais, directement en Pro D2. La place coup de de pied, là, 14e coup de offre pied, une là. place de barragiste. Exactement, et tu joues le perdant de la finale de Pro D2. Voilà. Donc, et Il ne s'est depuis que jamais c'est- maintenu. à chaque fois, l'équipe de top 14 se fait découper. Donc, il Une faudra voir certaine ça. justice, comme quoi. Et il y a une règle importante au rugby, quand tu as 2 équipes à égalité, on a ce qu'on appelle les points terrain. Et du coup, bah, tu prends les 2 confrontations et tu regardes qui avait remporté le plus de points. Alors, pas les points que tu scores, hein, mais le point au final. Vous savez, une victoire, 4 points, bonus, ainsi de suite. Et ben, Pau est allé gagner à Bayonne et Bayonne a perdu à Pau. Donc, à partir de là, c'est aussi simple que ça. En cas d'égalité, c'est Pau qui est devant. Donc, il faut 1 point d'avance pour Bayonne. Et ça rend la tâche quand même plus difficile. Hein. 1 point compte énormément à ce niveau-là. Ça va être intéressant en tout cas cette fin de saison. Il y a des enjeux à tous les niveaux. On a terminé avec le top 14. On va partir sur le 15 de France, les gars, parce qu'il y a le calendrier qu'on connaît déjà depuis un moment. Alors, J'avoue, il y a- on n'a pas parlé de Castrelion, c'est vrai. on n'a pas parlé de Pardon les Castrelion. Aveyronais. C'est vrai. Un mot de Castrelion quand même, les gars, parce qu'effectivement, Castres enchaîne une 5e victoire de suite. Ouais.
Allez, on en parle. Excuse-moi, Ben. Les problèmes. Notre chef d'édition est castré, Aveyronais. C'est vrai. Désolé, En plus, j'ai les fois, on oublié en a parlé Castres. parce qu'on a dit que Castres avait intégré le C'est vrai. top 6 et non pas pour la première fois, mais il y avait une fois aussi en Il début me de semble saison. avoir dit bravo. La deuxième fois, bravo à Castres. à un moment. Je crois Tu que l'as dit 5 victoires de suite. ça, Alors ouais. qu'on a parlé que de Castres. Donc, Ouais. Ouais, effectivement. ça, et ils ont toujours besoin qu'on parle d'eux. C'est un drôle de club quand même. Forcément. Après, Tu m'as moi, demandé des la fois, je lumière trouve tout que le temps. médiatiquement, on les respecte pas trop. Bah, c'est une sous-préfecture en même temps, donc non, mais c'est ce qu'ils disent tout le temps. Nous, on a un club de sous-préfecture. Non, en vrai, bravo Castres. Sans mêler, sans touche, tu gagnes un match. Incroyable. C'est vrai. Non mais attends, Mignoni, dans toute la semaine, il fait les fondamentaux en conférence de presse. Il va falloir être parfait sur les fondamentaux. Ah bah, ils ont été parfaits sur les fondamentaux. 7 mêlées pénalisées du côté de Castres, 5 ballons perdus en touche. Lyon a été incroyable en conquête, mais perd. Terrible. excellent entrée de Mignoni Bastien dégoûté. Guillemin d'ailleurs à l'arrière. Et oui, Super joueur. un Grenoblois. Oui. Tout à fait. Effectivement. Et très gros match de Nakosi. Ah, il est sur un nuage en ce moment. C'est un des joueurs qui est la raison de a passé un très cette bon belle moment. dynamique castraise. Elle a passé un très bon moment parce que j'étais sur ce match et Nakosi Tuisova avec son cousin. Quand l'un se fout à l'aile gauche, l'autre allait à droite. Ils voulaient surtout pas se croiser, c'était Habile. génial. Ils se sont pas vus du match. Ils En même étaient temps, ils censés doivent être bien face se à face. connaître. Hein. Ah bah, Hyper compliqué mais- d'affronter. mais il y a un pacte souvent chez les joueurs fidjiens et ils refusent de s'affronter. Donc, quand il y en a un qui sort de sa zone, de son aile, et bah, l'autre il fait bon, je reste moi alors. Puis c'est camion contre camion, vaut mieux, taper des Twingos dans ces cas-là parce qu'on sait Ça ce abîme la que son pelouse et tout, cousin c'est embêtant, représente quoi. en impact, à mon avis. Tuisova, Nakosi quoi. Oh là là. Effectivement, c'est un gros impact. Voilà, on en a terminé avec le top 14. Parlons du 15 de France parce que sachez que le prochain rendez-vous du 15 de France, là on rappelle, ce tournoi à destination qui s'est malheureusement un peu mal terminé avec un 15 de France qui ne l'a pas remporté, mais ne vous inquiétez pas, une très belle tournée d'été arrive en 2021 et il faudra se donner rendez-vous en juillet avec une triple confrontation contre l'Australie le 7 juillet, le 13 juillet et le 17 juillet. Putain, c'est mon anniversaire en plus le 17 juillet, donc j'espère qu'on va pas prendre une tôle. 40 points. Allez hop, défaite, comme souvent. Mais qu'est-ce qu'on attend véritablement de cette tournée d'été? Parce que d'ailleurs on voit Pocock. Qu'on ne verra pas, il me semble. Bah non, qui a pris sa retraite internationale, qui a pris sa retraite totale. Mais c'est intéressant parce que pour dire que en Australie, des joueurs partent, d'autres arrivent, mais on ne sait pas trop ce qu'on aura face à nous, quoi. C'est intéressant parce que ce Super Rugby est beaucoup moins médiatisé, australien, je précise, est beaucoup moins médiatisé en France maintenant. Canal+, il me semble, le diffuse plus ou presque plus. Mais toujours en différé. Toujours en différé, voilà, c'est ça. C'est un peu plus compliqué, vu qu'ils ont un peu plus de travail maintenant à Canal. Moi, j'ai suivi pas mal de matchs l'année dernière et cette saison. Il y a quand même beaucoup de jeunes intéressants. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu du mal à se rendre compte de leur niveau. Ils n'ont pas été incroyables lors du Four Nations, enfin du Tri Nation, je sais plus quoi. Mais ils ont battu les Blacks, il me semble. Ouais. Ils ont battu les Blacks. Moi, après, j'aime bien cette équipe d'Australie. J'ai toujours aimé cette nation. Il y a des joueurs que j'aime beaucoup. O'Connor, il a été incroyable. La finale du Super Rugby australien était incroyable avec la victoire des Reds et donc l'essai d'O'Connor à la 85e. Mais il y a plein de petits jeunes. J'ai hâte de voir. De toute façon, je pense que ça va être deux équipes très jeunes et ça va être très sympa pour jauger. T'es d'accord, l'Australie, t'en attends quoi? De l'Australie ou de la tournée? D'abord de l'Australie, du coup de la tournée, ça peut être impliqué. Hein. Ouais, là, en fait, j'ai vraiment envie de voir ce que vaut l'équipe de France face à une nation du Sud, quoi, parce que on a quand même beaucoup parlé du tournoi, c'est l'Angleterre, c'est donc la Coupe des Nations et les Six Nations. Enfin, tu les connais ces matchs-là. C'est notre première nation du Sud qu'on affronte depuis la Coupe du Monde. Depuis l'Argentine au premier match. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est et dernier match hors Argentine, si tu fais vraiment que les trois, ça doit être encore plus vieux que ça. Ça doit être 2017, non, ou 2018. C'est encore, déjà l'Australie. Ouais, donc là, je pense qu'on va vraiment se rendre compte de la valeur de cette équipe de France. Si tu vas là-bas et que tu prends 3 fois 30 grains, je pense qu'on va reconsidérer le niveau de l'équipe de Fabien Galtier, qu'on a mis très haut parce que le méritait aussi à certains moments. Ouais. Mais attention à la tournée piège. Je me rappelle la dernière émission où Emeric disait une tournée, c'est 3 matchs, 3 victoires, sinon ça sert à rien. Je l'avais trouvé déjà très optimiste et très présomptueux. Et je continue. Je suis content. Et je continue. Ouais, voilà.
voilà, je suis assez d'accord avec toi. Ah ouais, franchement. Si tu fais une victoire, que tu es dans le match les 2 autres fois, ou bon, le deuxième match il peut tourner en ta faveur ou pas, je pense que ce sera déjà une tournée plutôt réussie. Parce Quoi. qu'on va pas y aller avec nos forces vives. Enfin, en tout cas, je pense pas. Oui, mais après, on a quand même, globalement, avec le niveau qu'on affiche en ce moment, moi, je suis assez. Pour le coup, je suis assez d'accord avec Emeric. Ah ouais. De quoi? Le niveau que tu affiches contre l'Écosse, contre Non, mais globalement, t'es une nation qui commence à faire peur à tout le monde. Oui. Je pense qu'une Australie en reconstruction, tu peux estimer que gagner les 3 matchs est vraiment l'objectif à atteindre. Non, mais bien sûr. Mais... Après, t'en gagnes 2, t'en perds 1. D'accord, mais je pense que tu peux avoir véritablement l'objectif de gagner les 3. Fanfaronner et dire objectif 3 victoires, moi je trouve ça dingue quoi. Ouais, moi aussi, je trouve ça fou. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Dites-nous là. Emeric, d'ailleurs, Emeric est dans le chat. Les Il dit la Fidji, pire les nation du Samoa, monde les derrière Tonga. Fidjiens et J'ai les beaucoup de Japonais. respect pour les Fidji, les Samoa, les Tonga, mais c'est l'Australie quoi en face. Bonnet Club, toujours très mesuré, la pire nation du Sud, même derrière les Fidjiens et les Japonais. Pas sûr. J'ai vu Kefa, je crois, et qui disait minimum une victoire. Voilà, moi aussi, je suis dans cette idée-là. Une victoire, c'est bien. 2, ce serait incroyable, franchement. 3, alors là. Je mange du Vegemite ou je sais pas quoi là. Du Vegemite? C'est ça. Je connais pas. connais pas, moi. Vous verrez, c'est un truc Faut pas australien le manger. dégueulasse. Ah, c'est australien. Ouais, c'est un truc, c'est une sorte dans Est-ce un. que vous connaissez le Vegemite dans Oh, le c'est chat? horrible ce truc. Mais bon, Avec le nom, je t'avoue que ça me donne pas ah, du t'as tout pas envie. envie, t'as pas envie. Mais ça se trouve dans les grandes villes françaises, tu peux en trouver. Non, mais pour le coup. 3 victoires là-bas, point barre. Il est 3 génial. victoires là-bas, point barre. Non, mais. Arrêtez-le. Ouais. Non, mais faut arrêter. Non. Il y a Jordan Petaya, il y a plein de super joueurs. Skelton, j'espère qu'il ira pas. Alors rappelons la règle pour les, pour les internationaux. Elle est assouplie, non? En fait, elle n'est pas vraiment assouplie. Il y a un joueur, 2 joueurs sous moins de 60 sélections qui jouent à l'étranger, qui peuvent être appelés Et t'appelles pas avec Skelton, l'Australie. Comment? toi t'appelles pas Skelton, toi? Justement, ça va être toute la S'il va question. en parce finale, que- ce sera compliqué déjà aussi. J'aimerais bien. Mais qu'il aille en effectivement, finale. Will Skelton, donc le deuxième ligne de La Rochelle, potentiellement pourrait se retrouver face à l'équipe de France. Mais par exemple, il n'était pas à la dernière Coupe du Monde. Non, c'est vrai. Il n'était pas à la dernière n'avait Coupe pas du été Monde, pris, tout à Il fait. était dans le groupe élargi, mais finalement, il n'était pas allé à la dernière Coupe du Monde. Donc à voir s'il sera. Non, mais belle équipe. Et il faut pas oublier 3 matchs en 10 jours quand même. Enfin, Mhm. c'est-à-dire qu'il y a un match où tu vas vraiment faire tourner. Et déjà de base, je pense qu'on va pas y aller avec. Moi, j'ai envie de voir Ouais. des nouveaux sélectionnés. Voilà, j'ai envie de voir des nouveaux sélectionnés. J'ai envie de voir Carbonel titulaire. J'ai envie de voir Couillou. J'ai envie de voir des mecs qu'on voit moins souvent, des Mais ça Thomas sert à quoi de Lavaux. faire jouer des joueurs alors que tu sais que Fabien Galtier, au final, quand il va aligner son équipe à la Coupe du Monde 2023, ce ne seront pas ces joueurs-là. t'en Personne sais ne rien. fait ça, hormis nous. T'en sais rien, si Thomas Lavaux il est incroyable s'il est titulaire, il est incroyable, on sait jamais. Je sais pas, je l'espère pas, Romain Tamac se blesse gravement l'année de la Coupe du Monde, bah tu seras bien content d'avoir fait de Carbonel un mec qui peut être titulaire. Moi je pense que c'est intéressant de voir d'autres personnes, de voir d'autres joueurs. Moi, je suis assez d'accord avec Joseph parce que Fabien Galtier, c'est ce qu'il a répété depuis le début de son mandat, qu'une sélection c'est sacré, on donne pas des sélections comme ça. Moi, je dis pas qu'on va les donner à des joueurs, hein, mais qui voulaient s'appuyer sur en gros un gros groupe et faire jouer ces mecs-là, les faire enchaîner, qu'il y ait des automatismes. Et là, en fait, on se rend compte que il y a la finale du top 14, peut-être que on va envoyer 2 vagues, ou alors ça va servir à faire venir d'autres mecs. On va jouer 3 matchs en 10 jours. Enfin, franchement, c'est un non-sens encore cette tournée. On dit que c'est compliqué de faire des matchs, d'avoir un calendrier On va rester raisonnable. plus longtemps en quatorzaine que de match. ouais. 14 jours sur place et après 10 jours de match. C'est envoyer des mecs au casse-pipe encore une fois. Enfin, Mais dans le chat, dites-nous si vous partagez par exemple l'avis d'Alex de voir des joueurs. On voit Sky Moi, je Polo. vois un Placine, Lebel, Flamand, pourquoi pas Lebel évidemment. Placine, c'est blessé. Dites-nous les joueurs que Placine, vous voulez c'est blessé, voir il me semble. potentiellement et après vous vous exprimerez dessus. Mais effectivement, là, c'est une Australie en reconstruction, je me répète. Mais est-ce qu'on y va avec les finalistes du top 14 ? C'est une excellente question parce que les dates de la finale du top 14 et de potentiellement du départ pour faire la quarantaine C'est pas possible. ne seront pas possibles. Donc, Il me semble. je crois qu'il y aura a priori Bernard Laporte ou Serge Simon à l'AFP ou Bernard Laporte à Sud-Ouest On l'a va pas faire le expliqué. premier match, ça. Il y aura 2 vagues en fait. Ouais. Je crois qu'il y a un premier groupe qui va partir Qui va être j'imagine concerné pour au le premier soir match. des demi-finales, enfin après les demi-finales, Ouais. et que des potentiels finalistes rejoindraient le groupe mais ne disputeraient pas le premier match. Ouais. C'est quoi, il y a 6-7 ans, il y avait aussi un truc comme ça Ouais, tout à en fait. Nouvelle-Zélande, 2014.
Il me semble, ouais. Je crois que c'est 2014 où les joueurs étaient arrivés après. En 2 groupes, ouais. Fofana qui descend de l'avion, c'était encore plus vieux. Ça, il descend de l'avion et je crois qu'il joue quelques heures après. Enfin, Oui, exact. Mais en plus, génial le il rugby. y a Toulouse en finale, t'as déjà beaucoup de joueurs en moins. Même La Rochelle, attends. Même La Rochelle, c'est vrai. Hein. Même La Rochelle, moi j'ai vu Team Sacha Zeger. Le pauvre, il s'est blessé, je crois, Sacha Zeger, il y a quelques semaines. Guirado Maestri, la base. S'il vous plaît, non. Bastaro. Ok, merci David. Oui, voilà, on a bien compris que vous vous amusez bien dans le chat. Voilà, on a terminé avec le 15 de France, les gars. Donc on le rappelle, 3 matchs contre l'Australie. Super commentaire quand même. Le mieux, c'est qu'il y ait une finale Paris-Casse, comme ça il n'y aura pas de souci pour la tournée. C'est vrai, Casse, pour moi, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est vrai. Mais vous allez voir, parler, il va y avoir un Paris-Casse parce que c'est tout à fait possible, sachez-le. On a terminé avec le 15 de France. Dernière news ou dernier mini-focus, on va dire, c'est les Lions britanniques, parce que les Lions britanniques et irlandais ont annoncé leur liste de joueurs qui vont partir en tournée contre les champions du monde australiens. Alors, peut-être que vous suivez très souvent le rugby, peut-être que un peu moins, eh bien sachez que les Lions britanniques sont considérés par certains comme l'équipe la meilleure équipe du monde, presque certains. Donc à voir, je vais vous poser d'ailleurs cette question. Il faut juste dire, elle est composée de quelle nation? Et donc c'est exactement la question que j'allais te poser. Alex, est-ce que tu peux expliquer ce que sont les Lions britanniques et irlandais? Alors, c'est des Argentins, non, c'est le mec qui a rien compris. Non, donc dedans, il y a des Anglais, des Gallois, des Écossais et des Irlandais. Et donc tu prends ces nations-là, t'en fais une équipe, ce qui sur le papier quand même est parfois un peu étrange, mais il y a cette idée-là d'aller jouer contre le champion du monde. Et ça donne des matchs extraordinaires souvent. Franchement, la dernière tournée en Nouvelle-Zélande, c'était un orgasme de rugby, c'était magnifique. Là, c'est l'Afrique du Sud qu'on n'a pas vu jouer, oui, parce que j'ai peut-être dit champion du monde australien. Oh là là. Effectivement, champion du monde sud-africain. Les Sud-Africains, on les a pas vu jouer. Ils n'ont pas eu un match depuis la Coupe du Monde. Donc en plus, eux aussi vont se jauger, vont surtout redécouvrir le fait d'être en sélection. Ça va être. Moi, j'en attends énormément. Alors, il faut se rendre compte que pour nous Français, c'est une sorte un peu d'anomalie parce qu'en dehors de ça, on n'est pas concerné, donc on se dit, qu'est-ce que ça représente? Mais en fait, outre-Manche, et même en Irlande et ainsi de suite, c'est l'événement. Ouais, c'est une institution, non, en fait, mais c'est une équipe mythique. c'est 100 ans d'histoire, quoi. C'est le moment attendu tous les 4 ans. C'est aussi important presque qu'une Coupe du Monde, ce truc. Hein. Ouais. Oh, je pense que pour certains, c'est même plus important. Les droits des Lions britanniques, c'est supérieur aux droits de 3 années de 6 nations. Ouais, et on va le dire. Je ne sais pas s'il y a des matchs de plus haut niveau que par exemple la dernière tournée des Lions contre les All Blacks. Si vous voulez voir du rugby en replay, mais lancez-vous ces matchs-là. Thomas, c'est du très haut niveau. Il n'y a pas mieux quoi en fait. Bah déjà sur les 4 nations qui sont représentées, elles font partie des 7 meilleures nations du monde. Donc si tu mets les meilleurs joueurs de chaque nation, ou en tout cas au chaque poste, contre le champion du monde, ouais, forcément tu tombes sur des oppositions qui sont exceptionnelles. On va voir cette liste justement des joueurs qui ont été sélectionnés. Alors il y a énormément de noms. On va se concentrer sur certains. Qui est-ce que vous attendiez ou pas, Alex? Quelles sont tes surprises, disons, dans les présents? Sam Simmonds, ça me fait plaisir. Alors pourquoi? Est-ce que tu peux expliquer un peu l'histoire qui se passe derrière Sam Simmonds, qui est le numéro 8 anglais et qui donc est pris par le monsieur qui est au milieu, c'est Warren Gatland, l'ancien sélectionneur du Pays de Galles. C'est peut-être le meilleur numéro 8 du monde actuellement. C'est le meilleur marqueur de Premiership, il me semble. Ou en tout cas l'année dernière, il a fini meilleur marqueur. Je crois que cette année, il est encore en lice. Il est extraordinaire et pourtant, il est boudé, mais comme la peste par Eddie Jones. C'est un truc fou. Enfin, il a chopé sa sœur. Il a jamais été pris par. Non, mais il y a un problème de famille physique. Je sais pas ce qui s'est passé entre les deux. Il y a peut-être une histoire de sœur ou je sais, je veux pas le savoir. Mais non, Sam Simmonds qui soit là. Et ce qui est assez drôle, c'est que Billy Vunipola n'est pas là avec les Lions, alors que c'était le numéro 8 titulaire avec l'Angleterre pendant le tournoi. Et Simons, qui n'y était pas, sera. C'est un pur bonheur, Warren, je t'aime pour ça, franchement, c'est magnifique. Est-ce qu'il a pas mis une petite douille exprès aussi à Eddie Jones? Si, au passage. Si, bien sûr. Non, de ne pas voir Jonathan Davis m'embête. Chris Harris, il est gentil, mais. Il a été très bon d'ailleurs dans ce tournoi de destination, mais franchement, Jonathan Davis aurait mérité. Voir Duane van der Merwe, ça va être drôle, mais surtout Louis Rhys-Dammit, quoi. J'ai envie de voir Louis Rhys-Dammit avec ce maillot des Lions, un gars de 20 ans.
Bah d'ailleurs, on a la vidéo de Louis Zamit qui, on le rappelle, joue à Gloucester, donc en Premiership, le championnat anglais. Et pour vous vous rendiez compte un peu de ce qu'est l'annonce d'une sélection avec les Lions britanniques, on le voit. Alors on n'a pas le son parce que on pouvait pas l'avoir, mais vous voyez, voilà, c'est une folie pure pour eux. Ça, c'est ses équipiers qui le félicitent. Et c'est vrai, Thomas, que c'est presque le Graal, disons. Il y a notamment Cal Sinclair, le pilier anglais, qui lui n'est pas pris. Et pour lui, ça a été il est très profondément marqué par ça. Ouais, mais il y a une histoire de rareté en fait. C'est pas, tu peux toutes les années prétendre à avoir une sélection avec les Lions, quoi. C'est tous les 4 ans. Donc rien que ça, déjà en fait, tu te dis, mais t'as une chance. Peut-être 2, 3 pour ceux qui ont fait des jolies carrières. Enfin, je veux dire 3 cycles de 4 ans. Donc en fait, si tu loupes cette sélection à ce moment-là, ou au contraire, si tu y vas, c'est quelque chose d'exceptionnel dans une carrière. À la limite, le tournoi destination, tu peux le disputer tous les ans. Tu peux disputer une tournée d'été, une tournée d'automne, tous les ans avec ton pays. Donc je comprends que pour ces joueurs-là, être sélectionnés avec les Lions pour partir en Afrique du Sud, c'est quoi, ils partent presque un mois, non, en comptant le camp, voilà. C'est monstrueux. C'est une vraie aventure humaine, quoi. Avant tout, les Lions britanniques. C'est génial, les best-of et tout dans les coulisses, c'est toujours à mourir de rire. En plus, avec l'humour britannique et tout, forcément. Non, mais puis ce qui est complètement... Je vois Llewellyn Jones, 3e tournée des Lions, il est capitaine. Qui sera effectivement capitaine à Llewellyn Jones, le 2e ligne gallois. Watson, Curry, Simmons, je suis content de ne pas être 10, tu m'étonnes. C'est compliqué là, ça va être difficile, magnifique. Et puis, c'est vrai qu'on a vu ces scènes de joie. Moi, Cal Sinclair, il m'a beaucoup ému. Franchement... son discours là à la fin d'un match avec Bristol. Il est très émouvant. Enfin, je sais, parce qu'il n'est pas pris. Et je pense qu'on peut même pas, tu vois, on en parle là et on respecte le truc, mais je pense qu'on peut même pas mesurer l'idée d'être un Lions britannique. On n'a pas les clés. Vu de France, je pense que c'est compliqué. Il faut se rendre compte. Enfin, juste des Irlandais, des Anglais ensemble. Enfin, il y a plein de non-sens comme ça. C'est des régions du monde qui sont très marquées aussi. Bon, un peu moins maintenant, mais à l'époque, qui se sont fait des guerres protestants, catholiques, ça a été très fort. Lier ces gens-là par le rugby, c'est quand même, moi, je trouve ça fou. Et franchement, c'est génial. Et c'est l'engouement aussi que ça draine derrière. Je me rappelle d'images où tu as pratiquement, je sais pas, 60 000 personnes qui suivent ces Lions en Australie, en Nouvelle-Zélande. En plus, il y a une forte communauté aussi anglophone dans ces pays. Et en fait, c'est l'événement, quoi. Tu pars un mois en vacances, mais en fait, tu pars un mois suivre les Lions et vivre une histoire comme ça formidable. Et la super nouvelle, et ça, c'est vraiment la meilleure des nouvelles, c'est que c'est en Afrique du Sud. Et donc c'est sur notre fuseau horaire. Oui. C'est génial. Bonne remarque. Mais c'est vrai, c'est super important. On n'a pas trop l'habitude quand c'est en Nouvelle-Zélande, c'est très tôt le matin. Non, là, 21h en France, on va se régaler, quoi. On va vraiment se régaler. Voyons quand même, juste pour rappeler un chiffre, parce qu'il y a un espèce de renouveau aussi dans ces Lions britanniques, et c'est le chiffre 8 qui est important parce que c'est la première fois depuis la sélection 1993 que l'Écosse compte autant de Lions, et on va voir imagé avec Stuart Hogg, notre l'arrière écossais. Mais c'est vrai que suite au renouveau écossais, eh bien ils sont logiquement un peu plus représentés, et en rappelant quelques noms aussi des absents. Les absents, il y a notamment Cal Sinclair dont on a parlé, il y a Johnny Gray, il y a Jonathan Sexton, mais alors lui c'est peut-être aussi pour des raisons médicales. Jonathan Sexton qui prend... je sais pas, après la médecine là-bas ils connaissent pas, mais voilà, c'est ça. La prévention en tout cas. Non mais George Ford et Henry Slade, voilà aussi pour les autres noms. George Ford c'est dur quand même. Mais... après quand t'as Bigard et Russell c'est compliqué, surtout que Farrell va doubler en fait. Tu mets qui titulaire en fait là? Où? À l'ouverture? Bigard, Russell et Farrell, tu fais quoi? Dan Bigard. Moi je mets Dan Bigard aussi. Je mets Farrell va être 12. Oui. Il y a une possibilité en tout cas. Je pense que ça va se passer comme ça. Après, je crois que Gatland en parlait justement sur l'aspect physique de cette tournée. Mettre une paire de sang de Bundy, Aki, Chris Harris, quand même, c'est très puissant, c'est très fort en défense. Est-ce qu'il va pas opter il y aura quand même Aliende en face. Tu me fais pas bander là par contre. Bundy, Aki, Chris Harris, moi j'adore, c'est très fort. Les mecs vont se rouler dessus pendant 3 tests. C'est aussi ça le bagarre, truc, quoi. Non mais franchement, tu mets Farrell Aki quand même, déjà c'est... Farrell Aki, voilà. Là, c'est embêtant, Là, c'est pas mal. Donc voilà, la tournée des Lions, on suivra ça bien évidemment via le Bureau Val. On en a terminé avec les news et ces focus sur les Lions, le 15 de France et le top 14. On va passer au débat. C'est parti. Christophe Denis qui a pris le ballon. C'est français. C'est de Christophe Denis.
On est encore ensemble sur le Stream Sport avec Alex, avec Thomas. On vous remercie de votre présence, les amis. Pendant 45 minutes, on va démarrer un débat. Et ce débat, vous allez le voir s'afficher. Le top 14 est-il le meilleur championnat du monde, tout simplement? Bah oui, les amis. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, ici, sur ce plateau, on a vécu ensemble en viewing party la qualification du Stade Rochelais pour la finale de la Champions Cup. Et le Stade Rochelais va retrouver qui? Va retrouver le Stade Toulousain qui avait éliminé en demi-finale l'Union Bordeaux-Bègles. Les Français règnent donc sur un continent, mais le top 14 est-il pour autant du même niveau que le Pro 14 qui réunit Irlandais, Gallois, Écossais, que la première chip? Et désormais, effectivement, 2 franchises sud-africaines, donc c'est pas les meilleures, mais effectivement, tu as raison de le souligner, que la première chip, le championnat donc des Anglais. Et donc on ira même un peu plus loin en se demandant, est-il le meilleur championnat du monde? C'est un truc qu'on entend souvent pour rigoler, mais nous on a envie de s'attaquer au sujet de manière très sérieuse pour savoir un peu où le top 14 se situe-t-il. Donc Alexandre, je vais te poser tout simplement la question pour commencer. Pour toi, quelles sont les catégories qui doivent rentrer en compte quand on place un tel débat sur la table? Le jeu produit, les joueurs qui le produisent. Pour moi, l'économie, la solidité et l'attraction économique qu'il y a autour de ça, le suspense est très important effectivement. Le niveau de jeu, voilà, c'est très bien. Pour moi, oui, effectivement, les 4 là sont très bien faites. Le pouvoir d'attraction, le public, ainsi de suite. Je pense qu'on a les 4 critères et ils sont très clairs pour tout le monde. Hein. Thomas, tu les valides? Oui, complètement. Dans le chat, dites-nous si vous avez d'autres idées pour évoquer quels sont les critères pour savoir quel est le meilleur championnat du monde, parce que ce débat va durer une bonne demi-heure, donc on aura potentiellement le temps d'en parler. Du coup, moi, franchement, c'est un sujet, je le dis... j'ai eu envie d'en parler parce qu'il y en a quand même beaucoup qui, le top 14 est un peu raillé d'avoir souvent mis en avant cela. Est-ce que oui ou non c'est le meilleur championnat du monde? Déjà, on va parler de jeu, les gars, et de niveau de jeu. Thomas, est-ce que pour toi, le top 14 est beau à regarder? Déjà, tout dépend ce que tu mets derrière la définition de beau. Est-ce que c'est parce que tu peux avoir ah oui, donc déjà tu rajoutes la notion de spectacle. Donc je pense qu'il y a des matchs en Angleterre, après on parle du Super Rugby, qui sont quand même bien plus attrayants, où il y a bien plus d'essais, bien plus de beaux mouvements. Après il y a quand même une dureté dans le top 14, enfin un niveau qui me semble moi plus élevé que les autres championnats. On va en parler après, il y a des joueurs, il y a des champions du monde, et puis après même il y a juste à regarder le tableau final de la Coupe d'Europe. Tu as 5 clubs français sur 8 en quart de finale, 3 sur 4 en demi et 2 sur 2 en finale. Ces clubs-là ont joué contre les a priori meilleurs clubs des autres championnats. Donc si tu retrouves ces clubs français-là, c'est qu'a priori ils ont un niveau de préparation et un niveau de jeu qui leur permet d'exister plus que les autres. Alex, quelles sont les forces du jeu? Quand on parle de jeu, vraiment, quelles sont les forces du top 14? Le combat. C'est vrai, moi je suis tout à fait d'accord avec Thomas. On fait l'éloge du combat beaucoup dans ce championnat, on le fait bien. Le combat, il est de tous les instants en top 14. Très joli travail aussi sur les phases de conquête. Je pense qu'un joueur qui a envie d'être un expert en touche ou un expert en mêlée, le top 14 lui convient. Dans ce jeu-là, alors à la fois un peu statique, à la fois un peu fermé non, mais pas restrictif non plus, mais heurté, on va dire. On est, je pense, le championnat qui élève le curseur le plus haut dans le monde, mais c'est un peu tout. Parce que moi, je suis pour le coup très critique sur le jeu déployé, sur le mouvement et le spectacle qu'il y a en top 14. Après, ce qu'il faut aussi peut-être replacer, c'est que on compare par rapport à l'hémisphère sud qui axe essentiellement sur les All Blacks, les Wallabies, les Springboks. Exactement la même chose pour les clubs gallois et irlandais qui, eux, vont axer sur la Coupe d'Europe. Pour un club français, l'essentiel, c'est de gagner le Brennus. C'est pas d'aller enfin, évidemment que c'est bien d'aller en équipe de France, mais c'est pas la sélection, c'est pas trop la Coupe d'Europe, c'est le Brennus, quoi. Donc c'est ce qui fait aussi, moi je trouve que le top 14, c'est vraiment le truc qui attire le plus les regards, le plus d'attention et qui crée le plus de... Alors c'est pas de spectacle, mais d'engouement, quoi. Moi, là où je suis d'accord sur ça, c'est que j'ai souvent entendu de la part d'anglophones, que ce soit d'hémisphère sud ou même des anglais, me dire souvent que le Brennus, tout le monde connaît le Brennus en fait, dans le monde entier, on connaît ce trophée-là.
Et on le place, tu vois, tu as la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, et puis tout le monde derrière connaît le Brennus. Tout le monde sait que gagner le top 14, c'est un truc fou, quoi. Alors, c'est vrai que du coup, le prestige y est. Et le prestige. Et s'il y a un prestige, ça veut dire que c'est fort, quoi. Non, mais je ne conteste pas que ce soit fort. Ce que je conteste, c'est l'aspect esthétique de ce rugby-là qui est proposé et l'idée générale du jeu et le manque d'imagination qu'on peut avoir dans notre championnat. Il y a Olivier Magne. Voilà, qui n'est pas le premier venu dans comment que tu connais un peu parce que tu le côtoies notamment à Sud Radio. Tout à fait. Qui a un peu la même idée que toi. Il dit quand on voit le jeu proposé en Super Rugby, c'est tout simplement exceptionnel. Je n'ai pas envie de me faire chier devant la télé en regardant le top 14. Il a bien vendu mon émission. J'avais oublié celle-là. Effectivement, il l'a dit avec toi. C'est sûrement toi qui lui as posé cette question. C'est sûr d'ailleurs. Probablement. C'est sûr que c'est toi. Je te salue, Olivier. Mais il y en a beaucoup d'ailleurs dans le chat qui le disent. On n'est pas au cirque, quoi. Oui. Est-ce que vous validez cette vision des choses Pablo Correa en foot, si les gens veulent voir du spectacle, ils ont qu'à aller au cirque. Je partage tout à fait cette analyse. Tu partages cette idée-là que les joueurs ne sont pas obligés de faire le spectacle? Bah oui. Et puis après, pareil, il faut replacer aussi dans le contexte. Il y a des relégations. Enfin, il y a un enjeu sportif qui est terrible en top 14 qui n'existe pas en Super Rugby. On est le dernier grand championnat avec relégation aujourd'hui. Ouais, voilà. Donc c'est quand même plus facile de dire à ton entraîneur et à tes joueurs, voilà, on va se poser. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire du beau rugby? Qu'est-ce qu'on peut travailler? Si on perd les 4-5 premiers matchs, c'est pas très grave. On a le temps. On va proposer du spectacle à nos supporters, à nos téléspectateurs. En top 14, tu peux pas faire ça. Il y a tellement d'enjeux sportifs pour te maintenir en top 14 et ne pas descendre et perdre des droits télé et perdre une exposition que c'est plus compliqué effectivement de se dire tiens, je vais faire plaisir aux gens. Et c'est plus compliqué de jouer en top 14, en tout cas d'un entraîneur de dire cette année on va plus jouer, ainsi de suite. C'est très compliqué, je suis d'accord que... Si demain le top 14 devient un top 14, pas de descente, je suis presque sûr qu'il y a 12 clubs sur 14 qui vont proposer un jeu vraiment léché, des redoublés, des trois quarts incroyables. Faut le savoir, ça. Oui, non, mais c'est vrai que je suis pas contre cette idée-là. Après, moi, ce qui m'embête avec le top 14, c'est qu'on paye, et on en reviendra après sur l'économie, mais on paye très cher quand même des stars. Et je trouve que l'argent est mal dépensé. Je trouve que cet argent-là, parce qu'il y en a en top 14, alors il est spéculatif, ainsi de suite, il est un peu bizarre cet argent, mais et on en a, et je trouve que le rapport argent dépensé, jeu pratiqué, je trouve que la balance elle est pas bonne, tu vois. Quand tu parles de jeu pratiqué, tu parles de qui? Parce que Toulouse cette année, on est tous d'accord pour dire qu'ils font une saison de dingue et que ça joue. Je vais le dire, La Rochelle, c'est intéressant. Le Racing, c'est intéressant. Alors, on a fait quand même 5 minutes tout à l'heure pour dire qu'ils avaient une ligne de feu incroyable. Non, mais heureusement que les mecs ils sont bons quand même avec ça, quoi. Tu vois. Je veux dire, il y a quand même des équipes qui jouent. Non, oui, il y a des équipes qui veulent proposer du jeu. Clermont l'a fait un temps aussi. Mais je trouve que ça manque d'imagination. Je trouve effectivement que Toulouse, La Rochelle amènent quelque chose où tu sais que tu vas avoir quelque chose d'intéressant sur le terrain. Le Stade Français parfois aussi. Il y a des lancements de jeu parfois qui sont catastrophiques, dégueulasses au Stade Français, et puis parfois super beaux. Enfin, parfois tu t'es là, tu fais oh incroyable, ça va trop vite et tout, c'est trop beau. Mais franchement. Parfois Toulon, je m'emmerde. Parfois, il y en a plein. Montpellier, quel enfer à parfois regarder. Et j'ai rien contre ces clubs-là, mais je trouve juste que on manque d'imagination. On est toujours sur des stéréotypes. On fait des cellules de 3, on repart en cellule de 3, on change de sens, on demande une course. Je trouve que putain, c'est tellement lisible, c'est tellement. En fait, c'est à ce côté redondant. Et c'est la critique que je fais surtout sur ce top 14. Et parfois, quand je vois un grand match, je suis d'accord. Hier, je me suis régalé. Voilà, le Toulon-Toulouse, je me suis régalé parce qu'il y avait cette étincelle en plus, quelque chose. Mais parfois, j'en commande beaucoup et je le fais pas retranscrire. Mais parfois, je me dis, mais j'ai l'impression que c'était grand. Je l'ai vu il y a une semaine, tu vois. Et est-ce que tu disais la même chose du 15 de France pendant le tournoi destination? Ouais. Non, mais du coup, c'est cohérent. Ouais. Ah oui, non, mais vraiment. Ah ouais, on se gargarise beaucoup, Galtier, machin. Je crois que c'est Christophe Eus qui l'avait très bien dit avec son humour en disant que quand il le faisait à Castres, tout le monde trouvait ça chiant, et quand au Castres de France il le fait, Galtier est un génie, quoi. Non, et je trouve que d'ailleurs l'influence qu'a le top 14 sur l'équipe de France, et peut-être vice versa, a toujours été un problème pour notre équipe de France. C'est-à-dire, alors est-ce que tu peux expliquer justement? Comment tu vas avoir une équipe nationale qui a un jeu léché, qui gagne des grands matchs et qui gagne des titres et qui arrive à proposer un jeu de mouvement, même si ça n'a jamais été trop notre... même ça fait longtemps que c'est plus notre idée générale, avec un top 14 qui ne correspond pas.
En Super Rugby, le jeu pratiqué, c'est le jeu, on va dire. Je caricature énormément, mais on n'est pas loin de la Fédé qui arrive, qui dit il faut jouer comme ça, on veut que notre équipe nationale joue comme ça, donc les franchises rentrer un peu dans ce cadre-là. Je caricature, mais en Irlande, on n'en est pas loin non plus. En France, Oui, mais parce que le championnat domestique n'est pas la priorité. Mais Ouais. du coup, est-ce que c'est pas une des forces du top 14 que d'avoir des équipes qui ne jouent pas le même rugby, là où d'autres championnats, peut-être, on voit beaucoup d'équipes s'affronter, c'est un peu porte ouverte en défense, des fois, le Super Rugby, ça l'a été. Là où en France, on a différents styles de jeu. Est-ce que pour vous, c'est important, ça, qu'il y ait différentes équipes, et notamment des styles qui voient s'affronter Christophe Furios et notamment d'autres équipes comme Hugo Mola, quoi. Honnêtement, je sais pas si c'est important ou pas, c'est un fait. T'as des entraîneurs qui prônent un rugby différent, qui considèrent que pour gagner à ce moment-là, face à cette équipe-là, il faut adopter ce tel style de jeu. Mais encore une fois, entre l'équipe de France et le top 14, il n'y a tellement pas de synergie. Enfin, je pense que les clubs de top 14 n'ont rien à faire de ce que fait l'équipe de France et presque inversement, quoi. D'accord, ok. Après, on sent quand même que le mouvement général, par exemple, on parle toujours de la rush défense, ainsi de suite, le système j'ai perdu son nom, tiens, le Gallois. Ça Je le me vois, revient. le crâne chaud. Voilà, le Gallois qui Incroyable. Putain, j'ai perdu son nom Aussi, aussi. tu l'as perdu. Le Gallois qui a mis en place le système. Ah, Sean Edwards. Sean Edwards. Ah, Sean J'étais Edwards, sur Gareth Edwards dans ma tête. Ouais. Je pensais que je parlais d'une Non, non. technique de jeu, Non, moi. non, j'arrivais pas à m'en La laguer. galloise. Je pensais que c'était un système, Non, non. quoi. Et bah, La du coup, galloise. Mais je Il y a des sais pas de quoi similarités tu parles, mec. avec ce que propose Ronan O'Gara à La Rochelle, qui est passé par les Crusaders. Voilà, il y a des trucs comme ça. On me dit que je suis un peu dur sur le fait que l'équipe de France est finalement très offensive avec Dupont et Ficou. Mais parce que Offensif de quoi? On nous a expliqué pendant des mois que la stratégie c'était le jeu de dépossession. c'est des joueurs de talent. Je veux dire, offensivement, ils peuvent faire des trucs incroyables. Après, moi, je jugerais de l'offensivité de l'équipe de France quand on gagnera des matchs contre des nations du Sud. C'est un joli mot, ça. De quoi? Offensivité. Bah, ça doit se dire, non? Oui, non, mais je pense que ça se dit. J'irai pas jusqu'à dire que ça se dit pas. Et quand même, on peut le C'est dire. un Je joli croyais que c'était le Castre Olympique, je me suis dit, bah alors là, pour défendre le top 14, c'est compliqué. Non, je rigole, en plus, ça se met à vraiment à C'était jouer. l'Italie. Ouais, Non, effectivement. bon, pour le coup, là, oui, d'accord, ce monsieur. Non, le jeu du top 14, je suis pas loin de penser, et c'est pas nécessairement une critique. Hein. J'adore le combat, j'étais plutôt un joueur de combat. Ça se voit. Et je suis pas loin de penser que sur le jeu d'attaque, on est purement le jeu d'attaque. Je pense qu'on est derrière le Super Rugby, derrière le rugby anglais et derrière le Pro 14. Mais seulement sur ce point-là. Évoquons maintenant le niveau des joueurs, parce qu'on a vu le niveau de jeu. Désormais, le niveau des joueurs peut être aussi important. On va voir quelques stars qui sont présentes dans le top 14. On a vu Antoine Dupont. Est-ce que pour vous, c'est individuellement le championnat où il y a le plus de talent ? Oui, c'est possible. Je me rappelle d'une émission qu'on avait fait ici où là, comme ça, on avait 4 joueurs où on disait est-ce que le sujet, c'était Antoine Dupont est-il le meilleur joueur du monde? Et les 3 autres qui étaient à côté de lui, je crois qu'il y avait Cheslin Colby, Mauro Itoje et le 4e, je me demande si c'était pas Bowden Barrett. En gros, tu as 2 joueurs sur 4 qu'on considérait comme peut-être les meilleurs joueurs du monde qui jouent aujourd'hui en top 14. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai niveau. Finn Russell part avec les Lions, donc j'imagine qu'il est bon. Eben Etzebeth a été champion du monde et bon, certes il est un peu blessé, sa saison elle est compliquée, mais je crois on est tous d'accord pour dire que c'est un sacré joueur. Donc oui, le top 14 regorge de talent, de stars internationales. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, Alex ? La thune. Mais pas que. Mais il y a de l'argent. Quand même. Beaucoup. Non, mais Eben Etzebeth, il me dit, je L'amour sais rien, du mais rugby. si Eben Etzebeth, il me dit qu'il est payé 900 000 par an, je suis pas choqué. Je pense qu'on en est pas loin d'ailleurs, mais en même temps, il faut se rendre compte aussi qu'en Afrique du Sud, on gagne pas beaucoup sa vie dans le rugby, donc ça, je le comprends. Oui, Kurt Lebil, il y a un E. Et là, c'est Bradley. Ouais, sinon c'est Bradley Bill, très bon joueur aussi, mais pas exactement la même mensuration. Oui, ils viennent chercher ça. Après, ils viennent chercher, je pense aussi le prestige du top 14, le combat. Ils savent, de toute façon, j'espère pour eux qu'ils savent dans quoi ils mettent les pieds. Finn Russell, par exemple, tu vois, je trouve que c'est intéressant, Finn Russell, parce que Finn Russell, il arrive avec une philosophie de jeu complètement différente. Je pense quand il arrive au Racing, on a dû lui dire bon, écoute, il y a quand même un plan de jeu, il y a des choses cadrées, ça a dû couiner un petit peu, et en même temps, ça fait une sorte de mariage un peu drôle, tu sais.
c'est plutôt intéressant à voir. Après, la question que tu posais sur est-ce qu'on a les meilleurs joueurs, les stars, moi, en fait, je m'en fous. Enfin, je veux dire, c'est cool hein, pour le spectacle et tout. Tu te dis, il y a des stars là. Moi, ce que je note, c'est quand même qu'il y a une très jeune génération. Et en fait, à chaque fois que j'ai l'impression de découvrir un joueur en top 14 qui a 18 ans, 19 ans, qui fait ses premiers matchs, je me dis toujours, mais putain, mais il est tellement fort. Tu sais, je me dis, mais j'ai l'impression de découvrir des nouveaux joueurs tout le temps. Et tu penses que ça, c'est à la plus que Gao, dans les par autres exemple. pays? Ouais, je pense, ouais. Ouais, sincèrement, ouais. J'ai cette sensation plus. Alors, c'est évidemment aussi le championnat que je suis le plus. Oui. Donc, c'est exacerbé. Mais quand j'ai vu à la Gaou il y a quelques semaines avec Toulon, je me dis, mais pourquoi il joue pas depuis longtemps, lui Ouais. Incroyable, ce garçon. C'est vrai que les renouvellement d'équipes, je pense notamment au Pro 14, d'équipes comme le Leinster et le Munster sont beaucoup plus réduits. Parce que eux, c'est l'élite. C'est-à-dire que tu accèdes là, quand tu joues au Leinster, c'est que c'est déjà dans l'élite. Ouais, encore, franchement, je suis pas sûr parce qu'on a tellement le prisme du Leinster et du Munster en Coupe d'Europe. On regarde pas trop le Connard. Ouais. Non, et puis on regarde pas trop la composition du Leinster quand ils vont jouer contre le Connard. Oui, c'est vrai. Les London Welsh, je pense que les London Welsh sont plus en Pro 14 depuis un moment, mais tu vois, Surtout, ils ont jamais été, je crois. si, London Welsh, ils ont joué le challenge européen, donc tu me diras avec le rugby, c'est avec, possible que... mais en Angleterre, du coup, non? J'ai plus, j'ai un doute. Oui, pardon, oui. Ouais. Et Lee Swansea, à la limite. Nice Fancy, ouais, Pontypridd. Mais non, Au moins, tu regardes la Challenge Cup et bravo vilain. à toi parce que Ouais. la Challenge Cup courageux, quand en même. poule parce que les London Welsh en général ils passent Quand tu vas rarement les poules. là, tu fais embêtant. Mais pour l'amour du rugby Mais, et des équipes qu'on non, mais supporte. moi je trouve que en fait le sel du top 14 pour moi, effectivement il y a des stars et tout, mais il y a des super jeunes joueurs. Et ça, c'est vrai qu'on a vachement ouvert la porte à ces jeunes. On a enfin compris après quand même 10 ans, je trouve très difficile là-dessus. Et enfin, il y a quelque chose de fou. Moi, quand je vois Mathias Victor Haddad à Montpellier hier, tu le vois sa rentrée, tu te sens que le mec, il a un truc. Le troisième de La Rochelle, il y a plein de joueurs comme ça et on en découvre, j'ai l'impression, chaque semaine. Louis Foursan-Bourdette à Montpellier en début de saison, tu te dis, mais le gars, il a 18 ans, quoi. Et ces mecs-là, est-ce qu'ils n'ont pas progressé parce qu'à un moment, à leur côté, ils avaient André Pollard, à la GAU, il avait Bennett Zebet. Bien sûr. Donc j'imagine que ça compte aussi. Ça permet d'élever le niveau, quoi. Je suis d'accord. Après, on a un gros problème sur le top 14, c'est le championnat espoir qui est catastrophique. Ouais. Ah oui. Qui a un niveau abyssal. Enfin, franchement, c'est abyssal. Du coup, c'est un peu un paradoxe pour le coup. Bah non, parce que du coup, non, c'est pas du tout un paradoxe. C'est qu'on a une très forte Pro D2. Donc il faut juste que ces jeunes joueurs-là, qui n'ont pas encore le niveau top 14, partent en Pro D2. Il faut qu'il y ait des passerelles. Même en cours de saison, ça me dérange pas. Franchement, ça me dérange donc pas. les jeunes ne jouent pas chez les espoirs, ils jouent chez les Pro D2. Il faut pour que le top 14 soit plus fort, il faut des affiliations pour moi, tu vois. Pour que le top 14 soit plus fort, il faudrait qu'on ait des affiliations. Je sais pas que Aix-en-Provence est une affiliation Nice et avec le le Stade RCT. français, par exemple. Voilà, que le Aix-en-Provence et le RCT, on a vu qu'il y avait des liens avec Adrien Varion il y a pas longtemps. Que voilà, tu dis, il peut pas jouer beaucoup à la Gaou, je sais pas, en début de saison, il va faire. Je sais pas, 3 mois avec Aix, ça lui fera du bien. Je pense que ça, c'est ce qui pourrait rendre le top 14 encore plus fort et la Pro D2 encore plus intéressante de fait. Donc pour moi, c'est le gros axe de progression pour ce top 14. Je demandais tout à l'heure pour quelles raisons est-ce que les stars viennent dans le top 14. Forcément, tu m'as dit la thune, mais tu as aussi un peu raison, parce que c'est peut-être un des grands points forts du top 14, c'est d'être en bonne santé économique et peut-être la meilleure santé économique du monde, Thomas. Ouais, alors ça je sais pas trop. Le Japon avait quand même commencé un moment à rattraper un petit peu le top 14. Même l'Angleterre, on a vu avec leur histoire de marquee player à un moment. On va voir d'ailleurs les stars qui sont arrivées dans le championnat japonais, qui a lancé sa top league. Et effectivement, il y a énormément d'argent au Japon. Et quand on voit les joueurs qui ont joué cette année en top league, c'est vrai, tu as raison que c'est peut-être l'autre championnat intéressant économiquement. La vraie différence entre la Super League japonaise et la top league avec le top 14, c'est qu'aujourd'hui, tu as peut-être beaucoup de joueurs néo-zélandais, australiens qui font le choix d'aller au Japon. Ça leur évite en fait de faire une double saison. Et Bennett Zebet, en fait, il arrive sur la rade, il vient d'être champion du monde, quoi. C'est sur quasiment le même fuseau horaire aussi, c'est important pour eux. Et donc ils peuvent cumuler, faire un bout de saison au Japon et revenir après postuler pour les Blacks. En plus, avec des salaires au Japon qui sont également hyper intéressants. Et là, ils y vont pour l'argent, comme le dit Pierre Seguin. Ouais. Clairement. Le mec qui dit le niveau de jeu au Japon m'enjaille de fou, j'ai envie d'y aller. Non. Après, aller au Japon avec ta famille, découvrir un autre pays, je l'entends. Ouais. Et là, pour le coup, il y a l'argent. Aussi culturellement, sans s'éloigner en plus des All Blacks, quoi. Enfin, tu vois, je pense que c'est aussi un peu différent, ces stars-là qui vont au Japon, ils y vont pour l'argent. Mais je pense aussi que, tu vois, c'est pas comme dans le foot où les joueurs partaient au Qatar pour l'argent. Derrière, non, rien à voir. Tu sais aussi que c'est un pays qui met de l'argent dans le rugby, mais pour une question culturelle.
le peuple commence véritablement à s'intéresser au rugby. Non, mais c'est vrai. Non, mais après, tu fais partie de cette génération-là qui est en train de faire grandir le rugby au Japon, ce qui est en soi plutôt intéressant. Mais pour moi, les éléments de comparaison s'arrêtent là entre le top 14 et la top league au Japon, parce qu'effectivement, ça paye très bien. Après, quand tu dis que le top 14 est un championnat solide économiquement, moi, j'ai quand même des doutes. Hein. Franchement, on vit... Enfin, de toute façon, c'est pas une surprise. Personne ne gagne de l'argent avec le top 14 en France. Il n'y a aucun président qui va dire « je gagne de l'argent ». Ça n'existe pas. Tout le monde perd beaucoup d'argent. Quand tu vois que les clubs de top 14, les plus hauts en termes de budget, ont entre 35 et 40 millions. Mais ça, c'est les actionnaires qui ne gagnent pas d'argent, mais ça ne veut pas pour autant dire que les clubs ne sont pas en bonne santé, étant donné que les budgets tournent. Non, mais et l'économie tourne oui, aussi. Parce qu'à chaque fois, on remet de l'argent. C'est un mec qui met un chèque. Donc Non, mais... si demain, Moed Altrad s'en va à Montpellier, Montpellier n'existe plus. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si dans le top 14, ils ne gagnent pas d'argent, ils ne gagnent d'argent nulle part dans le monde. Ah oui. En fait, c'est le rugby qui a une économie qui est... Le rugby, c'est une économie déficitaire, quoi qu'il arrive. Et le foot presque aussi, parce qu'il faut se rendre compte que... Et encore, et encore le foot, tu peux vendre des joueurs, tu peux faire du trading, ainsi de suite, comme l'a très bien fait Lille, Monaco, et ainsi de suite. Mais dans le rugby, ça n'existe pas, pour le moment, et j'espère que ça va pas arriver, le trading. Mais le rugby en France, tu as deux catégories. Tu as les clubs qui sont gérés par des mécènes, je catégorise rapidement, et puis tu as les clubs avec des ancrages régionaux, des entreprises territoriales, ainsi de suite, qui fonctionnent bien. Montpellier, le Racing, Toulon, Paris, par exemple. Et puis d'un autre côté, tu as Toulouse, La Rochelle, Castres, encore Castres, c'est plus compliqué. Ouais. Mais l'UBB, Bayonne, Bayonne, un ancrage territorial. Bayonne, très intéressant, effectivement. Et en fait, l'économie, elle a deux vitesses. On a vu que là, pendant la Covid-19 et les soucis financiers qu'il y a eu, les clubs en difficulté, c'était ceux qui avaient, entre guillemets, une économie vertueuse, donc territoriale. Et en fait, c'est ça le gros problème, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, le rugby, il n'est pas solide. S'il n'y a pas quelqu'un pour aligner les chèques, et ben en fait, ça se vautre, en fait. Et en France, c'est comme ça. C'est aussi le même cas en Angleterre, sauf que l'Angleterre a laissé rentrer dans ses comptes en banque CVC, donc un fonds d'investissement, qui là, pour le coup, vient un peu éponger, vient solidifier le truc pour mieux revendre après. Nous, on refuse pour l'instant cette idée-là, donc on se dit, on va se battre et on va essayer d'être fort économiquement entre nous. Ça fait pas de nous, pour moi, le championnat le plus solide. Et pourtant, c'est le championnat, quand je regarde les matchs dans le monde entier, et notamment le Super Rugby, je vois des stades qui sont très vides, ça me fait beaucoup de peine. Hormis en Australie, là j'ai regardé, bon après, est-ce que c'est un effet, la dernière finale du Super Rugby australien qui a eu lieu hier, et quoi, 43 000. et il y avait énormément de monde, mais... Pendant la saison régulière, les stades sont globalement assez vides et de plus en plus vides, en Afrique du Sud aussi. Et on a fait un récapitulatif, Ben a fait un récapitulatif des affluences des stades du top 14 juste avant le Covid. Donc c'est potentiellement ce qui doit se repasser quand l'économie sera repartie, on espère. Mais voilà, juste pour dire que quand on voit les taux de remplissage de ces stades-là, sont absolument énormes. Bravo notamment à La Rochelle qui a fait combien de matchs de suite à guichet fermé, plus de 50. Plus de 50, enfin, c'est absolument démentiel. D'ailleurs, ils considèrent qu'ils font toujours du guichet fermé vu qu'il n'y a pas de place en vente. Oui. Ils vont réussir à nous faire vendre comme ça, mais ils auront raison. Du match La Rochelle-Toulon qui avait eu, c'était 5000 spectateurs. Ouais, c'est ça. La Rochelle considérait que c'était guichet fermé parce qu'il y avait 5000 places en vente, les 5000 places avaient trouvé En même temps, tu as 16 000 sièges et 12 950 abonnés. D'ailleurs, Paris avait bâché des places parce qu'il n'y avait plus assez de monde qui venait. Du coup, ils baissaient le nombre de places disponibles dans le stade et forcément le taux de remplissage montait un peu, mais globalement, à part Paris qui a fait ça pendant un an, les autres clubs ont de véritables... Bordeaux, meilleure influence d'Europe. Voilà, donc on voit en chiffres effectivement purs, 20 400, c'est absolument énorme. Est-ce que là aussi vous voyez cette qualité qui est la plus prononcée dans le top 14 par rapport au monde entier ? Le championnat qui passionne le plus localement. On a une déclat notamment d'un joueur. Alors on avait c'était Kotaro Matsushima, donc le japonais qui a été très impressionnant à la dernière Coupe du Monde, qui a signé à Clermont et qui a parlé notamment de cette ambiance. Il a dit voilà, j'ai hâte de voir l'ambiance les jours de match. Les supporters sont proches du terrain. Au Japon, les tribunes sont un peu plus éloignées de la pelouse. Alors là, il donne un argument un peu plus architectural, on va dire. Il a raison, non mais il a raison. Mais c'est vrai que la France a cette qualité d'attirer grâce à son public. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, la France a une culture club que n'a
que n'ont pas forcément les franchises néo-zélandaises ou australiennes, ou comme tu dis, en fait, en Le cours de Pro 14 peut potentiellement prétendre à ça. Même pas. sur les matchs de phase finale, sur les matchs de Coupe d'Europe, mais le championnat domestique, je suis pas sûr que les chiffres d'affluence et les taux de remplissage soient équivalents à ceux du top 14 sur une En fait, saison on normale. compare avec la Mid-Rotten Cup, qui est le championnat domestique néo-zélandais, Ouais. par exemple, Hmm. où là, pour le coup, c'est beaucoup plus ancré territorialement, mais le niveau est moins élevé. Quoi. Le Donc, supporter bayonnais, il préfère aller à Jean Daugé qu'au Stade de France voir l'équipe de France. Ah oui, je pense, ouais. Non, mais c'est une très bonne remarque. Et sur le top 14, c'est vrai que les taux de remplissage sont énormes, mais alors il faut voir avec qui comparer aussi, parce que en Australie, le rugby à 15 doit être le 4e sport national. Donc déjà, Ouais. c'est compliqué, tu vois, 4e sport. Hein. Il y a le rugby à 13, il y a le football australien. Il doit y avoir Cricket. le cricket, pourquoi pas. En Nouvelle-Zélande, effectivement, voilà, pour le coup, c'est le sport numéro 1. Mais la Nouvelle-Zélande, c'est particulier parce que quand tu les vois en Super Rugby, les mecs qui jouent dans des stades, je crois qu'au minimum de 25 000, je crois que le petit c'est 25 000. C'est un pays de 4 millions d'habitants quand même. Enfin, c'est un tiers de l'île de France, hein, en termes de population. Donc évidemment, le Eden Park plein, c'est arrivé là il y a quelques semaines pour l'ouverture du Super Rugby à Aotearoa. Et voilà, parce que c'est quand même 50 000, quoi. 50 000 dans un pays comme la Nouvelle-Zélande, c'est absolument énorme. Les stades sont grands. À Wellington, il y a 30 000. Aux Highlanders, il y a pas loin de 30 000 aussi. Donc, oui, il y a des effets de vide. Après, ça hurle moins. Il y a moins de. Effectivement, il y a peut-être moins de proximité entre les supporters et les joueurs. Je lisais dans l'équipe, je crois que c'est dans l'équipe, l'interview de Sonny B. Williams il y a quelques jours où il dit je suis à Toulouse Biarritz, et. non Comment L'anecdote à Biarritz, je crois. Ouais. il y a à Biarritz, Ah oui. effectivement, et où aussi quand il y a le vieux qui lui dit mais. Ah oui, à Biarritz, quand le mec se fout torse nu. Lui, il avait froid comme pas possible. Et il lève la tête. Le mec, et il y a aussi le gars qui vient le voir à la fin du match à Toulon qui lui dit t'as manqué 3 plaquages. Tu vois. Ça, c'est un truc, ça existe que chez nous, tu vois. Et les joueurs viennent chercher ça aussi. Et en tout cas, j'espère que. J'y crois. Je suis un peu utopiste là-dessus, peut-être, mais j'y crois. Une des raisons aussi qui attire dans le top 14, peut-être, c'est aussi parce que les équipes françaises sont de plus en plus... je ne sais pas si ça attire parce que ça a eu lieu dernièrement, mais tu l'évoquais tout à l'heure, Thomas, je voulais revenir dessus. C'est la dernière Champions Cup, du coup, qui a vu s'affronter donc 3 clubs français en demi-finale. Donc Toulouse a battu Bordeaux 21-9, La Rochelle a battu le Leinster 32-23. Et là aussi... Peut-être que le gros concurrent, c'est le Pro 14 pour savoir quel est le meilleur championnat du monde, avec le Leinster, le Munster, les formations écossaises aussi qui de temps en temps font des bonnes choses, Exeter, la formation anglaise pour la première chip. Mais là, on a véritablement une domination française. Est-ce que ça veut dire quelque chose aussi dans ce débat-là ? Ah bah oui, sportivement, ça veut dire que ces clubs-là sont les plus à même de performer sur une compétition, bon, certes qui était un petit peu rafistolée cette année, la Coupe d'Europe, ça avait pas, c'était quand même difficilement lisible, mais retrouver ces clubs-là, c'est clair que ça... c'est pas anodin, quoi. Ouais, parce qu'en plus, on a des formules la formule a été très compliquée cette année en Champions Cup. J'ai toujours pas compris. Hein. Ouais, voilà. Non, mais on sait toujours pas la comment formule ils ont initiale, fait j'ai les compris. huitièmes de finale. Mais les 8e de finale, on nous dit que c'est un tirage au sort, mais pas tout à fait. Enfin, j'ai rien compris. Les 8e de finale. J'ai Exactement. arrêté de chercher à comprendre le rugby. Voilà. Et Tout de le monde. toute façon, faut pas chercher, je crois. Ouais, exactement. La Champions Cup, on est content quand on est en finale, mais sinon, franchement, sinon je comprends pas tout à fait. Je voulais dire un dernier mot un dernier mot sur l'économie. Je disais, un club français, c'est entre 35 et 40 millions de budget les plus élevés. En Angleterre, on est plutôt entre 20 et 25 millions. Il faut se rendre compte que les Sharks, par exemple, qui est une des plus grandes équipes du monde, c'est 8 millions de budget. C'est 8 millions de budget, c'est moins qu'Aix-en-Provence en Pro D2. Ouais. Non, mais il faut bien se rendre compte de ça. Alors effectivement, en Afrique du Sud, on paye beaucoup moins et ainsi de suite. Mais je sais pas comment c'est possible qu'en France, alors je sais pas s'il y a un problème avec les stades. Je sais que la gestion des stades peut rentrer dans le budget sur certains clubs et tout. Je peux le saisir, mais parfois je comprends pas cet argent qu'on a dans notre championnat. Et je me demande si c'est pas si on ne vit pas au-dessus de nos moyens parfois. Et j'ai un petit peu peur de ça toujours, moi. Mais en tout cas, vivre au-dessus de ses moyens, ça a été une question aussi que se sont posées les Sud-Africains, parce qu'au bout d'un moment, ils n'avaient plus du tout d'argent, ce qui a causé du coup, ils vont rentrer dans le l'explosion. process. Mais ça a causé l'explosion du Super Rugby, les gars. Et le Super Rugby qui, potentiellement, si on avait fait ce débat-là il y a 2 ans, je suis pas sûr qu'on aurait eu la même réponse. Je pense que certains d'entre nous auraient dit le Super Rugby est le meilleur championnat du monde pour plein de raisons Moi, je le dans crois. la formule.
Mais aujourd'hui, est-ce que tu le penses encore, sachant que le Super Rugby n'existe plus? Super Rugby, on le rappelle, qui rassemblait Néo-Zélandais, Australiens, Sud-Africains, une équipe japonaise, une équipe argentine. L'équipe argentine, les Jaguares, aujourd'hui ont rejoint un championnat sud-américain. Les Japonais, les Sunwolves n'existent plus du tout. Les Sud-Africains vont essayer de rejoindre l'année prochaine le Pro 14, donc vont arriver en Europe. Et on a les Australiens et les Néo-Zélandais qui restent tout seuls. Qui ont fait une formule qui m'a l'air aussi compliquée que la Coupe d'Europe. Non, c'est quoi? Il y a deux poules de 5. Franchement, si on se lance là-dedans, personne ne va comprendre. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Et comment ça s'appelle le journal Trans-Tasman, parce qu'en fait, c'est le Nouvelle-Zélande, Australie. Voilà. En gros, c'est très simple. T'as le Super Rugby à Aotearoa. Quand un mec commence par, tu vas voir, c'est très simple. Tu peux être sûr que c'est compliqué. T'as le Super Rugby néo-zélandais, le Super Rugby australien, 5 équipes de chaque, un champion de chaque côté, voilà, très bien. Et après, donc à partir de la semaine prochaine, t'as le Super Rugby Trans-Tasman, 10 équipes, 5 journées. Et les 2 premiers sont en finale. Vous savez quoi, si vous voulez tout comprendre, moi j'ai essayé de vous faire un tableau. Tu joues pas tout le monde. J'ai essayé de vous faire un tableau récapitulatif de ce qui était devenu aujourd'hui le Super Rugby. Alors Ben, est-ce que tu as toujours ce tableau que j'avais préparé? Alors, je te l'ai envoyé dans le dernier keynote juste avant il est peut-être en 14 pages, l'émission. Pour comprendre. Non mais en fait, je vais tout simplement, si on le trouve, voilà. Pour vous dire ce qui était devenu le Super Rugby avant. Voilà, c'est parti. Allez, aspirine, moi, je ne vais pas vous l'expliquer maintenant, mais si vous voulez essayer de comprendre tout ce qui se passe, vous screenez. Voilà, vous screenez et globalement, vous allez comprendre ce qu'était le Super Rugby avant en rouge et comment il s'est dilapidé avec du côté en vert le Super Rugby Aotearoa qui est le Super Rugby néo-zélandais, le Super Rugby australien qui est le Super Rugby australien du coup, et le Super Rugby Trans-Tasman qui va rassembler les deux en deuxième partie de saison. Mais voilà, pour vous dire que c'est un bordel pas possible et qui est aussi une des raisons pour lesquelles on peut considérer aujourd'hui, par sa formule, que le top 14, vu qu'il est le plus lisible, est le meilleur championnat du monde. C'est un très bon argument et Kefa vient de m'envoyer Kefa 813, très actif dans le chat, on te remercie d'ailleurs, qui a un très bon argument. La France est le seul championnat où tu peux voir des clubs comme Vannes jouer un jour en top 14. C'est une réalité. Il a pas tort, c'est vrai. Ça fait le charme aussi de ce top 14. Mais moi, je suis tellement obsédé par le jeu produit, par l'innovation parfois, que le Super Rugby restera toujours... En tout cas, pas toujours, mais actuellement, pour moi, c'est là où j'ai les poils qui se restent le plus, quoi. Voilà, et en plus, on va le dire aussi, c'est l'homogénéité du championnat dont vous avez parlé. On voit que les champions changent énormément depuis 2014. On a eu Toulon, on a eu Paris. On a eu le Racing. Ben, vous êtes des machines en régie, les gars. Merci à vous. C'est simple, c'est 6 années, 6 champions différents. Exactement. C'est super quand même ça. Et ça veut dire quand même, on en parle beaucoup dans le foot où certains clubs sont tout le temps champions. C'est quand même dommage et ça met à mal potentiellement l'image du championnat. Le top 14, c'est aussi ça, c'est que toutes les stars peuvent aller dans n'importe quel club, même à Castres. Et bon, il n'y a pas trop de stars à Castres, mais il y a des stars locales, on va dire. Ça veut dire que Castres a été champion 2 fois depuis exactement. C'est peut-être le club de la décennie. 2005, c'est sûr. Le club de la décennie. Et a perdu une finale en 2012, c'est ça 2014 contre Toulon. C'est la première. Non, franchement, oui, tout à fait. C'est intéressant. Après, le top 14, alors là, pour le coup, attention, pavé dans la mare, mais le top 14 serait peut-être le meilleur championnat du monde à 12. Voilà. Ah, c'est vrai que quand tu vois des équipes, à chaque fois, il y a 2 équipes qui sont vraiment décrochées pour toi. Là, il y en a une. Alors, un top 13 avec un club exemple, je sais pas. Non. Je trouve que ça n'a aucun sens. Un top 12 à une descente, ouais. Je suis d'accord. Un top 16 avec 2 poules de 8. Moi, j'adore cette idée. J'adore aussi. Je suis vraiment fan de cette idée-là d'un top 16 à 2 poules de 8. Après. La poule, je poserais problème peut-être sur les équités, peut-être qu'on aurait des poules plus faibles, ça peut poser souci, mais ça fait plus de matchs pour le diffuseur, donc plus d'argent. Mais moins de matchs pour les équipes. Moins de matchs pour les joueurs, donc voilà. Moi j'aime bien cette idée, après c'est dur à vendre, quoi. Je pense que c'est un peu dur à vendre. De toute façon, le top 14 va se vendre à un moment. Je veux dire, il ne faut pas se leurrer. CVC est partout maintenant dans le rugby européen. Il y a un moment, ils vont frapper à la porte en disant bonjour, si ce n'est pas déjà le cas, ça nous intéresse quand même votre championnat. Il faudra qu'on vende quelque chose. Bonjour, c'est combien? Ça va être ça. Est-ce que vous avez dans le chat, est-ce que vous avez envie
que par exemple CVC, donc qui est le fonds d'investissement qui a racheté notamment la première chip, c'est ça? Première chip, Pro 14. Bah, c'est quoi? C'est les droits d'exploitation. Attention, Oui, ils ont les droits pas- c'est d'exploitation. comme le tournoi, ils n'ont pas racheté le tournoi non plus. Hein. Ouais, non. Mais ils ont quand même beaucoup de pouvoir sur ce qui va être Oui, fait ou oui, non dans oui, la oui. formule. Pour le Je veux dire, c'est Notamment, pas eux qui décident du tournoi, quoi. En gros, c'est une nation. Pour T'as t'expliquer. raison d'être plus Ouais. clair sur ce qu'est le les droits rachat d'exploitation. d'un. Pour t'expliquer sur le un tournoi championnat. Destination, c'est une nation. C'est-à-dire qu'elle a une voix comme les 6 autres, comme les 6 pays en ont. Alors, ils ont une voix, mais ils ont une influence qui va au-delà de ça, bien évidemment, parce qu'ils ont de l'argent. Celui Ils ont la qui paye première décide, chip, quoi. Champions Cup, Pro 14. En fait, il reste que le top 14, quoi, qui leur Ils reste. résistent encore et toujours. Donc, tu vois, c'est un peu les Gaulois. Ouais. Mais il y a un moment, ils vont venir, et puis quand ils vont venir et qu'ils vont dire, bah, on va mettre 500 millions sur 3 ans, tu vas faire. Quand la saison 2021-2022 se fera avec une jauge à 1000 personnes, je pense que tout le monde sera bien content que CVC. Ben oui, en fait, c'est ça. Ah, mais je le dis en rigolant. Par mais c'est un contre, peu non, ça. mais par contre, comme le dit Poney Club, Il a CVC trop va tort. vouloir quelque chose de solide. Donc, va soit demander une fermeture du top 14, si un jour ils viennent, soit demander une réduction des équipes. Et c'est la Pro D2 qui pourrait peut-être souffrir dans cette histoire, et ce serait aussi dommage. Sauf Bah, si tu fais une Pro D2 qui est du coup plus conséquente. Tu peux faire une Pro D2 à 20, 22 clubs. Pourquoi pas hein. Comme ça, tu envoies plein de joueurs espoirs dans ces clubs-là pour. Pourquoi pas, effectivement. Il y Je a vois plein que d'idées. ça s'active dans les couloirs de Webedia, les amis, sur le Stream Sport, parce qu'à 18h15, il va y avoir le before du récap avec Erwan que l'on voit passer Oui. derrière les Il est vitres là. avec Thomas. Voilà, le before du récap, et à 18h30, il y aura le récap. Il nous reste donc un peu moins de 10 minutes ensemble, Thomas et Alex. Je vous propose tout simplement un petit quiz pour démarrer, J'ai pas du tout révisé. pour terminer du coup. Pas révisé non plus. hein. Mais il ne faut jamais réviser les copains. C'est bien. Parce que me disait ma mère au bac. Et révisez si vous êtes à l'école, les gars, révisez, parce qu'après on n'a plus rien à réviser après. Ouais, merci papa. Alors, on va démarrer avec des qui suis-je, les gars. Voilà. Tu connais le principe, Pas Thomas, du ou pas tout, explique-moi. Eh bien, Ben et la régie vont envoyer en Non, plein tu étais pot, dans une rédaction de sport, tu dois passer ta vie à faire des questions, non? Bah oui. une image de rugby avec un visage caché. Ah, Et il faudra être le plus rapide possible Ah, pour donner le joueur qui a le donc là, visage c'est sur des... caché. Ah oui, qu'est-ce d'accord. qu'il faut faire? Faut buzzer, faut lever la main, faut parler faut à haute voix. crier. Faut crier. Non, mais Faut du coup, crier. c'est pas un qui suis, tu t'énumères pas les clubs et tout. Ouais, moi, je Non, suis oui, très voilà, là-dessus, pardon. quoi. Oui, Ouais, ouais. c'est vrai que là, Là, c'est la photo. c'est un ok. qui est. Voilà, c'est un qui est. Un qui est, pardon. Exactement. c'est Merci un d'être qui est. précis, José, si tu veux. Merci. Oui, oui, s'il vous plaît. Exactement. Donc, vous Et le pouvez y chat aller. est toujours très, La régie, très quand fort, vous hein. voulez. Le chat est toujours incroyable. Ah, mais Ouais. du- Qui est-il? Damien Traille. Non, c'est pas Damien Eh ben, Traille. j'allais dire ça, donc. On peut Euh, enchaîner. Du coup, je suis obligé de lui laisser une chance. Non, là tu peux y aller. Ah, ok. Imanol C'est pas Emmanuel Renan. Non, il est trop fin. Dans le chat, si vous voulez donner une réponse à quelqu'un, Jean-Baptiste Goblet. ce n'est pas Goblet. Si vous voulez donner C'est la grand, hein. réponse ou à Alex ou à Thomas, vous mettez un joueur plus Team Alex ou Philippe Team... Bidabé. Julien Thomas. Perlongue. Ce n'est pas Perrelong. Nicolas Jean-Jean, non? Ce n'est pas Nicolas Jean-Jean, mais il y a un peu de vrai Marcelo dans ce que Bosch. tu dis. Ce n'est pas Marcelo Bosch. C'est le même prénom que Nicolas Jean-Jean. Nicolas Brusque. Nicolas Brusque. Ah, je suis dégoûté. Bravo, Ah, 1-0. Il y a Julie Team Alex. Ah, merci Kefas. Merci Kefas, mais c'est pas ça. Ah, il est 1-0 grand, hein, il est pour grand Tom. quand même, Nicolas Brusque. Hein. Eh ouais. Ah, c'est pour ça que j'ai dit Damien Traille. Ah ouais, il me paraît grand comme C'est ça. vrai qu'il a l'air bon. Après, il y a ses pitchots qui essayaient de le choper. Ah, il l'avait trouvé, ce qu'il a dit où? Ah, mais. On y va pour le deuxième. Qui est-ce? Antoine Astoy. Ce n'est pas Antoine Astor. Bon, allez, tatouage. Charlie Mallier. Non, Pierre Gunter. non plus. Putain, mais les tatouages, c'est qui? C'est un joueur qui fait partie du turnover à Pau, qui joue cette saison, hein, parce que c'est une image. Elliot qui a été Roudil. prise. Ce n'est pas Roudil. Mike Harris. Mais effectivement, c'est un 3/4. Ouais, ça. Julien Fumat. Bravo, Ah, bien Alex, joué. excellent. Oh, Excellent, en plus, Julien. En plus, lui, c'est la section, quoi. Bien Vraiment. joué, ouais. Fumat Un d'Aubagnat, c'est. les Troisième patrons. qui est-ce? Qui est le troisième qui est-ce? Il a des gros bras quand même. Ah oui, Tony Marsh. t'as raison. Ce Le n'est pas tente. Tony Marsh. mais, Ibanez. ce n'est pas Ibanez. Mais on est sur un élément de première ligne, on va dire. Ah, c'est Dimitri? Ce n'est pas Dimitri. Yannick Bru. On aurait dit le coup, là, regarde. Non plus. Un pilier. Califano. Califano, Oh. bravo. Il a dit, Thomas, il m'a dit Califano. Il était sûr de sa réponse. C'était très beau, c'était très bon élève. Ça ne criait pas, c'était nickel. Quatrième, qui suis-je? Dumora. Comezou. Ni l'un ni l'autre. Palis. Palis? Ah, C'est pas mal lui. ça. Arata. Arata, Ah, bien joué, bien bravo, joué, ça bien fait joué. 2 partout. Santiago Bien joué, Arata. ouais. Eh, sacré joueur. Hein. Santiago Arata, Sacré joueur, Des Santiago. nouvelles d'Aurélien Cocotte. apparemment chambre déjà un Ah oui, adversaire. il a une bonne école. Hein. Cinquième et dernier, qui suis-je, Attends, les gars? Qui est-ce Sonny Qui est- Williams.
Là, Exactement. là, Ça a été très rapide, voilà. le je bras voulais direct. faire un truc rapide. Donc 3-2. 3-2. Les gars, désormais, on va Qu'est-ce qu'on faire gagne? une énumération. Non, mais c'est pas fini encore. Oh là là. De club du coup là? Une énumération. Il va falloir me citer les 30 joueurs qui ont commencé la finale de la Coupe du Monde 2019. Oh là 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 Est-ce là qu'on là est-ce qu'on peut noter au fur et à mesure? Pour être sûr de ne pas faire de Non. répétition? Non, on n'a Non, pas le droit, je je crois. C'est crois. ça qui est terrible. On n'a pas le droit de le noter. C'est vraiment que de 2019. l'intellect qui va être mis en jeu. Effectivement, 2019. Alex, c'est toi C'est qui le truc, vas non, avoir. tu te plantes sur le premier. C'est possible, Ça serait fort. c'est possible. Sachant qu'une énumération coûte 2 points. Enfin, Ouais. te fait gagner 2 points. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Sachant Une qu'il y a bonne réponse, 3-2. c'est 2 points. Il y a 3-2 pour Thomas. Une bonne réponse, c'est 2 points. Et si Non, tu les- loupes, si tu gagnes l'énumération, Par contre, c'est 2 points. Le Ah, chat, d'accord. on fait comment? Parce que le chat, s'il commence à balancer plein Ouais. de noms, on n'est Eh pas bien. ben, quand vous commencez à sécher, le chat pourra rentrer en jeu. Ok. Soyez cool dans le chat, les gars, et s'il vous si on se loupe, Perdu. perdu. Sauf si tu. Ah, ça y est. sauf- plaît. sauf Qui celui d'après galère aussi. si l'autre aussi. Là, il y a une pression. rate. Ah oui, il y a une d'accord. pression terrible. J'ai l'impression de la faire, cette finale. Voilà. Ok. Sia Colissi. Si à Colissi, c'est bon. Effectivement, le numéro 8 de l'Afrique du Sud. Thomas. Cheslin Colby. Chez Slim Colby, c'est bon. Le 14. Malcolm Marx. Je vais dire les numéros comme ça, moi je suis sûr Ouais. de bien les noter. Malcolm Marx était bien présent. Tu vas faire Oh peur. putain, Ouais, je me suis j'étais dit. prêt à me lever et tout. Il n'était pas présent. Je viens de regarder les Ah oui. remplaçants. Maintenant, il n'est pas présent. Il est remplaçant, Qui joue Malcolm Marx. Ah oui, mais ça compte pas. Ah oui, d'accord. J'ai dit Ah, les il a 30 joueurs. les 30, il Ah a oui, dit, les hein. 30. C'est pour ça que c'était. Ah oui, non, j'étais dans. Ouais. T'étais avec les remplaçants. Ah oui, moi j'étais là-dedans, ouais, pardon. Je m'excuse. Désolé, Alex. Désolé, bon, t'en dis un quand même pour valider. Ouais, j'en ai. Ma du coup, le Pimpi. Ma Pimpi, du coup. Makadzole, ma Pimpi. c'est Tao bon. Herrera. Bon, ça fait donc. Oh non, c'est après, terrible. bah non, c'est terminé. Oh, Mais il y a Malcolm Marx. une nouvelle Oh non. énumération, ne t'inquiète pas. Oh, il pouvait pas être titulaire, Il lui. y a une nouvelle énumération. On va faire les meilleurs marqueurs d'essai du 15 de France. Top 10. Vous devez les trouver. Ça vaut combien de points là? Ça vaut toujours 2 points parce qu'après il y aura encore une énumération, donc potentiellement qu'Alex pourra revenir et te battre. Attends, Record d'essai, top 10 l'équipe du 15 de France. oui. Tout en confondu donc. Tout temps confondu. Après, si tu me sors un mec que je connais pas, Oui, mais s'il est pas dans le top 10, qui a mis t'as les top 10 de toute façon. avec l'équipe de France des miniers en, Le en bataillon de Joinville. 1820, ouais, voilà. Là, on va pas être Putain. d'accord. Alex, Là aussi, on peut bien se Tu peux y planter aller. d'entrée, non? Vincent Clerc. Vincent Clerc, c'est bon. Deuxième avec 34 essais. Blanco. Blanco, c'est bon, c'est le premier avec 38 essais. J'assure le coup, quoi. Faut surtout. Philippe, c'est là. Philippe, c'est là, c'est bon. Quatrième, 30 essais. Tes mimiques sont terribles, hein, je te le dis. Hein. Je regarde pas le chat, je m'en fiche, Thomas, je regarde. à ton tour. Christophe Dominici. Christophe Dominici, c'est bon. Septième, 25 essais en 67 sélections. Donc on en a dit 4. Alex. Philippe Saint-André. Oh, enculé. C'est bon, Philippe Oh. Saint-André est troisième avec 32 essais. Il m'en a pris un, quoi. C'est dur en vrai. Hein. Thomas. Il manque les cinquièmes, il manque Ah. les huitièmes et il manque les dixièmes. Puisque à chaque fois, il y en a deux qui ont Ah, le même d'accord. nombre d'essais. La pression est énorme, je le sens que ça n'a pas envie de se tromper. Je regarde pas le chat, j'ai pas envie de. Ah bah non, il faut surtout pas Je regarder le regarde chat. Ouais, ouais. Moi, je regarde le chat et sachant que je te laisse encore 15 secondes. Là, t'avais dit Saint-André qui est 5ème, 3. 3ème. Et on a dit le nombre d'essais? Non. 33, J'ai dit le nombre 32, d'essais, 32 essais 32, ouais. pour Saint-André. Allez, 5, Philippe Bernatsal. c'est bon pour Philippe Tarnatal. Je l'avais vu tout à l'heure, il est cinquième, Ah effectivement. ouais, ça va. Donc il égalise là, parce que tu as commencé. À toi, Alex. Emilien Tamac. Emilien Tamac, c'est bon dans le chat. Il y en a qui en avaient, Frim Jojo, effectivement. Emilien Tamac, qui en a mis autant que Philippe Bernatsal. Il monte donc, en fait, les 4 derniers. Qui sont à combien d'essais? Non, on peut pas le savoir. 23 essais et 20 essais. Ah, quand même. « 10 secondes, Thomas. 6, 5, 4, Ficou. 3. Ficou, c'est pas bon. Victoire pour Alex là-dedans. Et ça fait donc 2 points. Il y a donc 5-4. Il nous reste 1 J'avais minute aimant, 20. mais je sais pas si t'as passé. Ouais. Il nous reste 1 minute 20, les gars. Non, on arrête là, c'est bon, j'ai gagné.
Oui, c'est vrai, il a gagné. Il a gagné, voilà. Il a gagné. Donc victoire dans le quiz. On est c'est quoi ça? Ouais, C'est il quoi? reste une minute. C'est honteux. C'est trop compliqué de. Après, il y a le before du récap qui va bientôt démarrer. En tout cas, ça a été un C'est plaisir honteux. d'être ensemble. Bah, ouais, si tu veux, Alex. 5-4, mais t'as gagné le. T'as bien terminé le match. Je veux plus jamais le voir. T'as pris le bonus défensif au moins. Bah ouais, mais le bonus d'aide, ça m'intéresse pas, moi. C'est ce Ouais, qui mais peut te permettre de rester ça en peut être top 14. important pour le Malcolm maintien. Marx, plus Attention. jamais, il est mort pour moi. On rappelle Thomas, merci à toi d'être Merci à venu vous, parmi les gars. nous. C'est toujours un plaisir de t'avoir. On Partagé. rappelle que Thomas d'ailleurs a participé à pas mal de nos émissions Et ouais. qui sont disponibles sur YouTube, sur la chaîne First Team Sport. Allez vous abonner si ça vous intéresse, si le rugby vous intéresse. On vous tient au courant sur nos réseaux, sur Bureau Oval est présent sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube aussi et sur Facebook. Voilà, je cherchais Facebook. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour avoir toutes les informations rugby. Ben et Paul notamment tiennent nos comptes Insta et sur Twitch sur la chaîne First Team 101 où il y a le petit bureau tous les lundis à 18h30 où on fait des débriefs Demain soir. du top en fait. 14 demain soir. Eh ouais. On s'y retrouvera Autour dans une d'un atmosphère Grenoble-Van. un peu plus intimiste. Voilà, merci à tous les amis et bonne journée, bonne fin de journée sur le Stream Sport. Ciao, ciao, bisous. Et allez La Merci, les Rochelle. gars. hein.